Salut tout le monde, on a entendu Chèche qui nous dit que ça va être l'hystérie. Ça va être l'hystérie ce soir. Bonsoir à vous, bonsoir, bienvenue dans les Retours du Jeudi, l'émission qui discute de cinéma. Et ce soir, on vous parle d'un flic dur à cuire qui a très mal aux pieds, dans Piège de cristal, un Die Hard en anglais, oui, dur à cuire au Québec, réalisé en 88 par John McTiernan. Et yippee-ki, pauvre con. Et pour en parler avec moi ce soir, dans les années 80, Mathias. Mais bonsoir à vous, bonsoir à tous. Chèche. Bonsoir. Et Adrien. Bonsoir. Qui a choisi ce film. Oui, c'est très beaux cheveux, Adrien. Merci beaucoup. Très belle permanente. Chèche. Merci. Et rien du tout sur mon Marcel. Je vais rien dire sur tes cheveux, je fais que des compliments sur les cheveux. Ouais, c'est la déception. Voilà. C'est la très déception. Ok, je viens de tout bugger. Alors, donc on va vous parler de Piège de cristal. Comme d'habitude, on va tout spoiler, mais j'imagine que vous avez déjà tous vu ce film merveilleux. Si vous l'avez pas vu, cassez-vous juste. Ceux qui ne l'ont pas vu avant leur... Tu l'as vu à quel âge, Mathias, déjà ? J'ai dû le voir à 34 ans et demi. 34 ans et demi. C'est-à-dire il y a 2 semaines. C'est à peu près ça. Voilà, donc si C'est vous êtes honteux. comme Mathias et que vous avez moins de 34 ans et demi, allez voir ce film et revenez tout de suite nous voir. Et si vous ne connaissez pas ce film, eh ben, on vous balance la bande-annonce tout de suite. C'est le soir du réveillon à Los Angeles. La Californie. Papa et toi, vous rentrerez ensemble? On verra si ça peut s'arranger entre maman et le Père Noël. Le policier John McClane est venu de New York pour fêter Noël avec sa femme. Tu m'as manqué. En fait, il est venu pour sauver sa femme. Lâchez-moi. Asseyez-vous. Allez, montez. Dans ce gratte-ciel qui surplombe la ville, 12 terroristes ont déclaré la guerre. Je me propose de vous enseigner le vrai usage du pouvoir. Ce sont des hommes brillants, parce que ce qui m'intéresse, ce sont les 640 millions de dollars enfermés dans votre coffre. Et ce sont des hommes cruels. Je ne peux rien vous dire, il faudra me tuer. Très bien. Alors nous choisirons la manière forte. S'il y a une chose que McClane n'a pas envie d'être... Réfléchis, bon Dieu. C'est un héros. Où est Oli? Il en est. Où ça? Malheureusement, il n'a pas le choix. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait? Son métier de flic. Ils viennent déjà de tuer un otage. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Il est dans l'immeuble, mais qui est-ce? Je suis pas de votre côté. Mais qui êtes-vous? Vous êtes bien gênant pour un gardien de la sécurité. Erreur sur la personne Hans. Vous avez autre chose à me proposer? Vous croyez avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy? EPA, l'Indien. Vous venez de détruire un immeuble entier. C'est moi qui suis chargé des opérations. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vu d'ici, vous n'êtes chargé qu'un énorme fiasco. Il est seul, il est épuisé. Il a encore vu personne lever le petit doigt pour lui. Les camarades, comment tu te sens? Et pour tout dire, je me sentirais beaucoup mieux si j'étais ailleurs. Je veux sa peau, tu l'auras. Il n'y a que John qui puisse mettre quelqu'un dans cet état de rage. Facile de l'aimer, ce garçon. Viens à Los Angeles, on va rigoler, on va faire la fête ensemble. Mais très difficile de le tuer. Bruce Willis, Piège de cristal. Figurez-vous que j'ai été invité à la fête par erreur. Un coup de peau? Bientôt sur vos écrans. Et les Retours du Jeudi valident cette doublage de bande-annonce. Absolument Incroyable. pas, mais tellement c'est infâme. Eh ouais. Eh ben oui, comme souvent, en fait, les films, en tout cas à cette époque-là, ils n'étaient pas encore doublés, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on redouble voilà, pour la bande-annonce. Impressionnant. Ouais. C'est un peu ce que je vous expliquais le mois dernier. Adrien. Oui. Toi qui connais ce film sur le bout des doigts de sur le pied, bout- est-ce sur que le tu bout de peux... tout ce que tu veux. Voilà, je me doute bien, j'ai dit les doigts de pied. Est-ce que tu peux nous résumer ce film pour qu'on sache un peu de quoi ça parle? Même Bien si la sûr. bande-annonce était plutôt un peu trop explicite. Oui, bon, Voilà. bref, en clair, c'est la veille de Noël. Et le policier, ah bah si, c'est la veille. C'est la veille du Nouvel An. C'est la veille du. Non, c'est la veille de Noël. Eh ben, a priori non. Ah bah, On regardera. On regardera je te dirai la dernière réplique Yes, du y a film pas de souci. et tu verras que, en fait, normalement c'est la veille de Noël et en fait le policier John McClane, Nouvel An. policier de New York,
du coup, débarque à Los Angeles pour passer Noël avec sa femme et ses enfants, en sachant qu'ils sont séparés. Il arrive donc évidemment, comme on sait, quand notre femme nous invite à passer Noël avec elle et nous invite dans la boîte où elle travaille, c'est très connu, c'est très années 80. Donc du coup, il arrive dans la boîte où elle travaille et pour l'attendre parce qu'il y a une fête dans l'immeuble où elle travaille. Et manque de bol, c'est le soir où ont décidé quelques terroristes allemands, européens on va dire, menés par un Allemand pour attaquer cet immeuble pour une vile question d'argent. Mais sauf qu'ils n'avaient pas prévu que John McClane, le policier, allait être aussi dur à cuire. C'est ça. Voilà, c'est à peu près le résumé du film. Ouais. Très rapide. Tu t'es retenu pour résumer. Je me suis retenu parce qu'on va parler d'énormément de choses et que sinon l'émission va durer 3 heures. Adrien est super fan de ce film. Regarde la lumière dans ses yeux, regarde son sourire quand il parle du film. C'est mon film. Non, mais il est regarde, on dirait un enfant de 8 ans à qui on a offert une Super Nintendo. Quoi. C'est mon film, mais tellement de voilà, ouf. on a envie de partager ta joie, c'est merveilleux. Quoi. C'est beaucoup d'émotions. Merci. On va partager beaucoup de choses ensemble, Mathias. Et alors justement, moi j'aimerais savoir, vous, qu'est-ce que vous avez pensé du film, votre rapport à ce film-là, et en commençant par Chèche. Alors oui, ce film je l'ai vu effectivement, je sais même plus quand je l'ai vu. C'est le genre de film qui passait à Noël et donc on a dû le voir un peu, mais je l'ai pas vu et revu comme d'autres films des années 80. Oui. Donc je m'en souvenais pas totalement quand même, et du coup c'était sympa de le revoir pour l'émission. Moi, je trouve que tu passes un bon moment quand tu regardes ce film. Chèche. Quand même. Ouais, surtout parce que t'as un peu dormi, mais... Alors, j'avoue, mais c'est parce qu'on était installés chez Sylvain et que... On est bien chez Sylvain. Et que voilà, il fallait se mettre par terre et qu'à un moment, on s'est mis à l'horizon. On n'a pas vraiment envie de savoir ce qu'on est à l'horizontale et puis... non, stop. On avait dit qu'on disait pas tout le monde. On a dit qu'on ne racontait pas tout de la soirée. Merci. Mathias. Oui, alors je demanderai à Adrien après parce qu'on en a pour 2 heures. Mathias, c'est un peu le noob de la soirée parce que Mathias, il a plutôt grandi avec les films d'aventure, de fantasy, voilà. Et je suis passé totalement à côté des actionneurs des années 80-90. Et je m'en excuse platement. Ce qui fait que je n'avais pas vu Die Hard avant il y a quelques semaines quand on l'a regardé ensemble pour l'émission. Voilà. Donc c'était une découverte pour moi. Je connaissais le réalisateur, j'avais vu d'autres films de lui, on en reparlera après. Mais très bonne surprise, très bon film d'action, bonne ambiance, bon humour, super bien rythmé. Très bien, j'ai beaucoup aimé, donc je te remercie pour ce choix, Adrien. Merci à toi, merci beaucoup. Merci de faire découvrir les classiques à des gens qui ne les ont pas vus. Merci pour ça. J'ai halluciné quand tu m'as dit que tu l'avais pas vu. J'ai vraiment halluciné quoi. Ça pourrait être pire, tu vois, je pourrais faire une émission de cinéma et pas connaître les grands classiques du cinéma d'action, mais voilà. Mais j'ai beaucoup aimé, donc très chouette, très chouette. Après voilà, je le mettrai pas dans mon top parce que je suis pas à la base film d'action, voilà. Mais bien, très bon film. Très bien. Super, merci. Adrien. Non, je vais essayer de faire vas-y. Non, mais prends le temps que tu veux, il n'y a pas de problème. Le principe, en fait, il faut d'abord comprendre le contexte de comment j'ai vu ce film. Je vais parler donc des années 10. Bon, je vais parler en fait de mon père. Mon papa, il est italien, il est arrivé en France en 85, je crois. Et du coup, mon papa, en fait, le cinéma, tout ça, il vient d'un petit village en Italie. Et bon, le cinéma, c'était un peu compliqué d'y aller, tout ça. Donc il arrive en France, il découvre justement tout ça, il découvre le cinéma. Ce qu'il faut savoir, c'est que une des premières fois, je crois, où il est allé au cinéma avec ma mère quand il était gamin, quand il était jeune plutôt, parce que gamin, voilà, ils avaient 20 ans, et c'était pour aller voir Commando avec Schwarzenegger. Donc c'est-à-dire mes parents sont allés voir Commando, c'est la sortie en amoureux quoi. Putain, trop bien. Donc voilà, mon père en fait avait ce truc avec le cinéma d'action de ces années-là. Et du coup évidemment, Die Hard, Bruce Willis, tout ça. Quand il est passé à la télé à l'époque, les magnétoscopes, tout ça, il avait fait tourner le magnétoscope pour enregistrer ça à la télé. Et je crois que la première fois que j'ai vu Die Hard, j'avais 7 ans. C'est jeune. Première fois que j'ai vu Die Hard, j'avais 7 ans. Et c'est la même année où j'ai vu Predator du même réalisateur. Ah oui, c'est encore plus jeune. Tu dormais bien le soir ou... Et je m'en suis plutôt bien sorti. Enfin, je veux dire, je suis pas vraiment psychopathe. Mais pourtant, du coup, ce film, voilà, je l'ai vu pour la première fois à 6 ans. Il m'a suivi dans toute mon enfance, dans toute mon adolescence, dans mes prises de décision, même pour mes orientations quand j'ai voulu faire des études de cinéma. C'est que je pensais à Die Hard et je me disais, mais ce film est génial. Je veux un jour faire un truc comme ça. Donc, et je remercie du coup ce film parce que sans lui, je ne serais pas aujourd'hui cuisiniste.
Du coup, voilà, Mais oui. parce que je vends des cuisines, donc cuisinez là, hein, voilà, là. Il y a d'autres cuisinistes aussi, parce qu'on peut pas faire de pub, donc on va parler Mobile Pot, tout ça. Voilà. Les cuisines Schmitt. Cuisine Schmitt, évidemment, c'est la même chose que Cuisine, c'est pas grave. Non, voilà, donc ce film, en fait, a été vraiment, c'était mon incursion dans le monde du cinéma, c'était vraiment ce film-là, quoi. C'est-à-dire, j'étais gamin, je suis pas devenu fou pour autant, et je regardais des films d'action comme ça. Et j'ai regardé après énormément de films d'action. On en reparlera justement lors de ma chronique. Mais j'ai regardé énormément de films d'action, et moi j'ai été biberonné à ça, pas aux films de fantasy, etc. Ouais. Moi, c'est l'inverse de Mathias. C'est-à-dire, moi, les films de fantasy, j'y suis venu C'est très tard. arrivé plus tard. Ok. Ça arrivait très tard. Voilà, donc j'ai pas vu par exemple Willow, je l'ai pas vu je l'ai pas forcément vraiment revu avant d'avoir vu Le Seigneur des Anneaux par exemple. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, purée. Moi, c'était mon film d'enfance. Voilà, Quoi. Je regardais ça en Je l'avais boucle. vu, mais pour moi c'était un film de gamin, etc. Et je me suis pas intéressé comme un film de fantasy avant d'avoir eu Le Seigneur des Anneaux. Après, je me suis dit, mais Le Seigneur des Anneaux c'est génial, etc. Donc c'est complètement l'inverse de Mathias. Moi, c'était vraiment les films d'action. Et moi, mes héros, quand j'étais gamin, c'était Bruce Willis, c'était Sylvester Stallone, c'était Arnold Schwarzenegger, c'était Jean-Claude Van Damme, c'était Chuck Norris. Ça, c'était mes héros à moi. Alors que pourtant, voilà, j'ai 35 ans, donc j'ai pas 45 ans, donc voilà, moi, mon rapport au film, c'est mon film préféré. J'aime ce film, j'aime Bruce. Je t'aime, Merci Bruce. Adrien. Bon rétablissement, Merci Bruce. Adrien pour ton retour. Je suis tout à fait d'accord sur sa stabilité psychologique. Hein. Je pense qu'il y aurait. Oui, mais ça, il y aurait débat, mais on le fera, on en parlera un autre jour. Il y jour. aura débat, on est d'accord, parce que c'est pas. Voilà. Et barésies. Oh là, on est d'accord. Ok. Et toi, Sylvain Est-ce que je peux parler, moi? ton rapport au film Sylvain, ton rapport au film. Alors, Die Hard, moi, j'ai commencé. Le premier rapport que j'ai avec Die Hard, c'est Die Hard sur PlayStation 1. Avec et je savais même pas que c'était un film à la base. Hein. Moi, voilà. Je n'avais pas de console quand j'étais petit. Un cousin vient chez moi avec la Play 1 et avec Die Hard Trilogy. Je crois qu'on a quelques petits extraits. Et du coup, Die Hard Trilogy qui réunissait les 3 films. Ouais. Et du coup, c'était 3 jeux en un. Et c'était incroyable. Et il y avait notamment, moi je jouais à Piège de Cristal majoritairement. On a joué à ça. Et regardez là, vous avez vu à l'intro, et tu voyais la 3D. Alors c'était le début de la 3D évidemment. C'était incroyable. Le film, mais c'était incroyable. Tellement réalistique. En fait, voilà, tu commençais. Alors c'était vachement violent. Attends, mais tu veux dire que c'est pas un extrait du film, ça? C'est tout. Non, mais il y a plein de sang partout. Tu libères des otages et tout. Et en fait, qu'est-ce que tu fais? Quand tu finis un stage, en fait, tu montes d'un étage. Et alors, je sais pas combien d'étages il y avait. Peut-être qu'il y en a pas tant que ça. À l'époque, ça me paraissait énorme. On n'est jamais arrivé à la fin. Mais voilà, c'est trop bien. Et il y avait aussi plusieurs jeux. Et du coup, je vous parle vite fait du jeu de Die Hard 3. Une journée en enfer, si on peut avoir un petit extrait où là on conduisait une voiture dans New York et c'était trop bien parce que on pouvait écraser des gens. On pouvait écraser des gens, mais surtout regarder la vue de l'intérieur quand t'écrases des gens. T'as les essuie-glaces et nous ça nous éclatait. Alors mon père au départ il voulait pas qu'on joue à ça parce que c'était trop violent, puis finalement c'est lui qui avait la manette et qui jouait à ça. Très bon, marrant parce que très bon souvenir d'enfance. Mon préféré c'est 58 minutes pour vivre dans les jeux. Oui, ou c'est un rail shooter, ouais. C'est un rail shooter, donc t'avais rien à faire. J'y ai très peu joué, mais je vais me débrouiller pour me choper ça et réussir à y jouer enfin. Parce que du coup ça c'est des souvenirs d'enfance, mais j'y ai joué genre une semaine quoi, pas plus, dans toute ma vie. Ah ouais. Voilà. Donc c'est tu vois, peut-être qu'il faut pas que j'y rejoue, que je garde les bons souvenirs. Donc voilà, donc moi sinon je suis comme Mathias en fait, je suis pas un grand fan d'actionneur tout ça, je suis plutôt un fan de fantasy et tout, donc moi Willow comme je dis c'est mon film d'enfance, je le regardais tout le temps. Puis t'as plus de cheveux aussi que moi. Comment? T'as dit t'es comme moi, t'as aussi plus de cheveux. Ouais, c'est aussi ça, ouais. C'est une différence majeure. Donc voilà, j'aimais bien un peu les comédies tout ça, mais pas tant les films d'action que ça. J'ai jamais vu Rambo, j'ai jamais vu Commando. J'ai jamais vu Last Action Hero. Okay. Va falloir vite qu'on fasse quelque chose. Last Action Hero, il m'intéresse, j'aimerais bien le voir, mais parce qu'il y a un peu de fantastique dedans. Mais voilà, du coup, il faudrait que je le voie. Et puis, je suis complètement étranger au cinéma de Steven Seagal, Jean-Claude Van Damme, tout ça. Je ne connais pas, et ça, mais ça m'intéresse pas. Alors que je suis plutôt ouvert niveau film et tout. On pourrait regarder ensemble, il n'y a pas de souci. Je vais pas. Mais le principe, c'est ça, c'est qu'on va devoir découvrir. Bah voilà, on fera ça, il n'y a pas de souci avec plaisir. On est parti pour multi saisons. Mais par contre, c'est vraiment pas un cinéma qui m'attire quoi. Voilà, et je suis pas sûr d'avoir vu ce film avant d'avoir vu le 4. Voilà. Au cinéma. Et j'aime bien quand même ce film
que je trouve plutôt pas mal. Enfin, je passe un bon moment quand je vois ce film. Mais voilà. Donc, et dans la franchise Die Hard, j'ai revu hier le 3. J'aime beaucoup le 3. Je trouve que le 3 est mieux que le 1. C'est la vraie suite voilà. du 1. On y reviendra. Ouais, c'est ça. On en reparlera. Alors, sans transition, on va parler du réalisateur, Adrien. Je crois que... Non, c'est pas Adrien. C'est Mathias. Non, mais en fait, Mathias, on a revu au dernier moment. Finalement, c'est Adrien qui en parle. Ça tombe bien, j'avais rien préparé. Donc, le réalisateur, John McTiernan. Yes. Et c'est ton moment. C'est mon moment. Vous êtes prêts? Parce que ça va être très très long. Non, je sais, aller très vite. Bon, allez, on y va encore. Vous êtes prêts, la régie? C'est parti. Alors, John McTiernan, né le 8 janvier 1951 à Albany, l'État de New York, hein, pas le pays, pas en Albanie. Hein. Non, c'est bien de le préciser. Quand Sylvain se lève, c'est raté. C'est raté. Voilà. Bon, il a fait du théâtre. Il est diplômé de l'école de théâtre Juilliard dans l'État de New York. Bon, il fait des spots publicitaires dans les années 80. On s'en fiche un peu. En 1986, il signe son premier long métrage qu'il a également écrit, un thriller qui s'appelle Nomads, avec Pierce Brosnan à l'intérieur que vous pouvez voir au milieu avec un flashlight, et en bas à droite une nana qui me donne très envie de voir le film. C'est le 3e film de Pierce Brosnan à l'époque, et donc ça a l'air excitant. Voilà. En 1987, soit l'année de ma naissance, il est embauché par Joel Silver pour réaliser Predator qu'on connaît tous avec le magnifique Arnold Schwarzenegger, qui rapporte la coquette somme, et pas la quéquette somme, de 98 millions de dollars pour un budget de 15 millions, ce qui est énorme. Comme la suite, puisqu'en 1988, il est à nouveau embauché par la 20th Chess pour réaliser cette fois-ci Die Hard. Merci, c'est le film dont on parle ce soir, il est fantastique. Énorme succès, 137 millions de dollars de recettes pour un budget de 28. Waouh, McTiernan est qualifié de meilleur film au box-office cette année-là. C'est pas vrai. Mais ce qui est marrant, c'est que lui en parle lui-même en tant qu'une comédie shakespearienne. Et oui, Tout à fait. Le saviez-vous? Pour lui, voilà, on est du Shakespeare, on est une comédie à la Molière. Là, oh là là, les retournements de situation, bref, c'est très rigolo. Alors que ça pète partout et que les gens sont À la torse Shakespeare nu. ou à la Molière, du coup? Les deux. C'est de la comédie théâtrale selon McTiernan qui vient du théâtre. Yes. Ensuite, il doit faire la suite de Die Hard, mais il dit non parce que le Die Hard 2 est moins bien. Donc il le savait et il fait à la poursuite d'Octobre Rouge en 1980 avec le magnifique Sean Connery. Et Alec Baldwin. Et il y a les critiques qui sont mitigées, mais il rapporte quand même 200 millions pour un budget de 30, donc on dit bravo. Voilà, merci. Bravo. Et là, c'est le drame. En 92, il réalise Medicine Man avec toujours Sean Connery, qui est une fable écologique qui est plus un film d'aventure que d'action, et du coup, comme les fans sont pas beaucoup habitués, il fera un flop phénoménal au box-office, rapportant seulement 45 millions, alors qu'il en a coûté 40. C'est la loose. Okay. C'est la loose. Il réalise ensuite Last Action Hero en 93, qui est un film de ouf. Énorme il est film. trop bien. Énorme. Je l'ai toujours pas vu. C'est génial. Il faut vraiment le regarder. C'est mon préféré, je crois, de sa filmo. À la base, le film devait être réalisé par Steven Spielberg, qui est occupé par la liste de Schindler à l'époque. Et Jurassic Park. Autre délire. Et il a coûté 85 millions. Le problème, c'est qu'il ne rapporte que 137, ce qui fait qu'il n'est techniquement pas rentable. Donc, même s'il y a le beau choisi dedans et qu'il est putain de méta, ce film, vraiment regardez-le. C'était peut-être trop méta pour l'époque d'ailleurs. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il est devenu culte a posteriori. Bien sûr. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous l'avez vu. C'est énorme, c'est un des plus grands films non, je l'ai pas vu. méta. Mais je sais de quoi ça parle. C'est un super film d'action. Et c'est super méta, et ça a beaucoup de second degré sur les films d'action. Et surtout Schwarzenegger a un second degré exceptionnel. C'est la deuxième partie de la carrière de Schwarzy où il commence à se prendre au sérieux, pas se prendre au sérieux bien sûr. Et à faire voilà. Comme j'aime bien les anecdotes, est-ce que vous saviez que le gamin qui joue dans Last Action Hero joue aussi dans My Girl 2? Oh putain. Quelle horreur. Me parlez pas de My Girl. Non, My Girl, c'est... Alors voilà, faut juste qu'on précise que My Girl, c'est un film qui nous trigger un peu tous. Et surtout parce que vous voyez la pub de ce double DVD en bas à gauche pour My Girl qui dit un moment. Non, pas du tout. A funny and moving family film. Donc un film de famille drôle et émouvant. Bah oui, c'est émouvant, ouais. Émouvant. Voilà. Sachant que le petit blond meurt. Et le petit blond, c'est quand même Kevin Kevin. Voilà, Kevin McAllister. Et il meurt comme une grosse merde à la fin du film. On n'est pas prêt parce que ça attend pas du tout. Ouais. Piqué par des amis. Ensuite, c'est la remontada. Et donc, on ne se démonte pas et on réalise en 1995 Die Hard 3, donc une journée en enfer, incroyable, pour 90 millions qui en rapportera 300 000, ce qui fait cette fois-ci, je l'avoue,
le plus gros succès de l'année. Bravo, Monsieur McTiernan. On a un mec qui est au top, tu vois, au top de la forme. Il a fait vraiment le plus gros boss. Le film est vraiment très bon. Le film est génial. Et le film est de ouf, il paraît, je vous dis que j'ai jamais vu de film d'action. 99, c'est quoi ? C'est la fin du monde, c'est aussi une année en demi-teinte pour McTiernan, puisqu'il réalise le 13e guerrier, que je surkiffe également, même s'il y a des gros problèmes, il y a eu des problèmes au niveau de la production, et que il a fait un énorme bid au box-office, puisque il a rapporté, vous êtes prêts ? 61 millions pour un budget qui oscille entre 80 et 160, c'est-à-dire 120 en moyenne. Donc il a perdu 2 fois son budget. C'est la catastrophe. C'est pas mal. Voilà. Donc là, McTiernan, c'est pas le pire, mais c'est pas mal. Foutu dans la loose, surtout qu'il a quitté le projet en pleine post-prod et il a laissé il a laissé le montage final à Michael Crichton, qui était l'auteur du livre et producteur du film. Il a aussi mis des billes dedans parce qu'il avait aussi produit le film, donc il a vraiment perdu pour le coup. Oui. Michael Crichton, c'est celui qui a écrit Jurassic Park. Oui. C'est ça, on est bien d'accord. C'est lui qui a écrit Jurassic Park. C'est bien le même dont on parle. Donc là, voilà, on était parti sur un gros truc énorme. Le gars qui a écrit Jurassic Park, il le produit, et en fait, il y a des gros différends. En fait, le gros problème était déjà dans l'affiche promotionnelle du film qui marquait par les auteurs de Jurassic Park et le réalisateur de Piège de cristal. Déjà, ça, normalement, c'est un problème à la base. Quand tu vois ça marqué sur une affiche... Et pourquoi c'est un problème ? Que quoi ? Bah, en fait, sur une affiche, c'était marqué par les auteurs de Jurassic Park et le réalisateur de Piège de cristal. Ah oui. Déjà, ok. C'est comme si Disney Plus annonçait par exemple une nouvelle série réalisée par le créateur de Marvel et écrit par George Lucas, quoi. Tu vois, ils le font déjà. Voilà. Ah zut alors. Ils le font déjà. C'était un petit pic. Ne regardez pas Obi-Wan, ne regardez plus rien de Disney. Continuons. Je suis dépité. Toujours en demi-teinte, puisqu'il réalise la même année Thomas Crown pour 48 millions, qui en fait 124 au box-office, donc ça va. Je n'ai jamais vu. Alors, grosso modo, pareil, l'image à gauche me donne très envie de voir le film, mais c'est une autre histoire. Alors que c'est une séquence qui dure à peu près 24 secondes dans un film de 2h20. Ouais, je dure pas plus longtemps, donc ça voilà. c'est pas oui, mais elle fait vendre. Et du coup, voilà, c'est l'amour et l'art, quoi. Donc c'est un peu comme Trans, mais en Russie, apparemment. Allez, je t'aime, Fred. On continue. Et là, rebadaboom. Big boom badaboom, comme on dit, puisqu'il produit et réalise. Ah oui, c'est vrai que c'est lui qui a Rollerball en 2002. Le remake de Rollerball. Un remake qui a coûté 70 millions de dollars et qui en a rapporté 25. J'aimerais un ouin. J'ai pas pu prévoir. Merci à vous. Et c'est la grosse lousasse. Il réalise ensuite Basic en 2003 qui rapporte 42 pour un budget de 50. Bon là, c'est la grosse merde. Je vais pas vous le cacher parce qu'on ne fait plus que des films qui ne rapportent plus et qui sont négatifs. C'est l'arrêt de sa carrière. Surtout que... Et là, c'est le moment intéressant parce que c'est ça, parce qu'il n'a plus rien fait depuis il n'a plus rien fait depuis. Ouais. Pourquoi ? Parce que John McTiernan est passé par la case prison, comme Monopoly. Puisque savez-vous que lorsqu'il a fait Rollerball, il y a eu tellement des différends avec son producteur de l'époque qu'il l'avait mis sur écoute. Sauf que la personne qui l'a embauché pour mettre sur l'écoute, Pelicano, a été mis dans une affaire qui était autre, hein, et donc du coup il s'est fait saisir, donc il avait plein d'armes et plein d'enregistrements, pas tous légaux, et donc on a interrogé McTiernan pour dire vous avez demandé les affaires de Pelicano, il a fait non. Et il a dit non. Il a dit non. Alors ce qui est terrible, c'est qu'apparemment, je connais pas trop, mais selon la loi américaine, c'était pas trop grave parce que il y avait prescription. Sauf que comme il a menti devant la cour, il a fait 1 an de prison ferme. Alors en fait, c'est la loi fédérale aux États-Unis qui s'appelle le parjure, et le parjure aux États-Unis est puni de prison ferme. Sous serment, c'est ça. C'est un tribunal fédéral qui l'a condamné, et c'est ça en fait qui a fait qu'il est allé en prison, parce que bon après dire non, c'est pas vrai, c'est pas moi, et en sachant que les écoutes en soi c'était pas forcément très très grave, c'est pas le Watergate non plus, mais le parjure. Voilà. En France, le parjure, on ne connaît pas et ça en arrange beaucoup. C'est pour ça que Macron est au pouvoir. Le petit message politique. Allez, on continue. Le cinéma est politique. J'ai bientôt fini. Exactement. Dans la foulée, d'ailleurs, un juge le déclare sur la banqueroute et récolte ses biens. Et ses biens sont liquidés. Donc c'est vraiment la grosse merde. Du coup, depuis, il n'a rien réalisé. En 2017, il a fait des bandes annonces pour Ubisoft pour le jeu Ghost Recon Wildlands que je n'ai jamais fait. Mais oui, il a fait des bandes annonces de jeux. Et en 2019. Il annonce un prochain film d'action futuriste intitulé Tau Ceti 4
avec Uma Thurman et Travis Fimmel. Travis Fimmel. Fimmel, c'est le nom de famille, ça n'est pas un genre, d'accord ? Nicolas Flamel. Et là, en ce moment, d'après les dernières interviews qu'il fait, il parle de réaliser un film en Europe avec très peu de texte, mais beaucoup d'action. Alors, juste une dernière Marvel, note. quoi. Non, justement. Alors, mais tu me fais une transition de ouf parce que John McTiernan est comme à l'instar de notre ami très bon réalisateur aussi qui critique les Marvel, c'est Coppola. Oui. C'est Scorsese. C'est Scorsese, excuse-moi, mais oui, Scorsese. Scorsese. Il n'y a pas de C, c'est Scorsese. A une très vive critique du cinéma d'action actuel avec la sortie de tous les Marvel. Il dit il n'y a plus que des produits d'entreprise. Je relis parce que j'ai un peu tout ce qu'ils font, ce sont les adaptations de comics. Il y a de l'action mais pas d'être humain. Ce sont des films faits par des fascistes. Le mot est lancé. Ils font croire à tous les gamins de la planète qu'ils ne seront jamais assez importants pour qu'on fasse un scénario sur leur vie. Et c'est un moment unique dans l'histoire du cinéma. Ce n'était pas comme ça avant. Un gamin pouvait apprendre comment un homme ou une femme devait se comporter en regardant les films. La morale, quoi. Aujourd'hui, les comics font des héros pour les entreprises. On en parlera avec Chacha. Ouais, je suis moyen d'accord. Allez, C'est sûr que tirer dans les genoux d'un Allemand qui court... Et donc on répond quoi ? Ok, boomer. Allez. Voilà. C'était tout pour moi. C'est tout pour moi. Merci. Bravo. Merci Mathias pour les recherches, merci pour tout ça. On parle des personnages ? Mais oui. Allons-y. Alors, j'ai pas grand chose à dire, donc je vais dire le peu que j'avais à dire. Fred l'a déjà dit. Donc, je me tais. Alors, les personnages, on va parler de John McClane. S'il te plaît. Donc, Piège de cristal, le premier film de la saga Die Hard, qui veut dire donc dur à cuire, hein, en gros, en anglais, qu'on a gardé heureusement en Die Hard en français. Et c'est donc le premier film qui va nous présenter John McClane. Il est beau sur cette photo. Je sais qu'on parle de Piège de cristal, mais je parlerai de McClane sur la totalité de la licence. D'accord. Même si, voilà, ça va aller vite. Donc c'est pas un super-héros, McClane, c'est pas un héros non plus de actionneur, c'est juste un anti-héros. C'est un mec qui se trouve toujours là, alors qu'il devrait pas se trouver là, au mauvais endroit, au mauvais moment, et finalement qui réussit, parce qu'il est pas trop con et qu'il est bien bourrin, à résoudre un peu tout. Voilà, donc c'est juste un flic têtu qui se trouve souvent, et on comprendra rapidement que son entêtement, c'est aussi ce qui le rend si dur à cuire et à tuer, ce qui donnera donc le nom, le titre de la licence Die Hard. Il est marié à Molly Gennaro, qui est parti à Los Angeles alors qu'il vivait à New York, donc c'est à l'opposé, hein, pour poursuivre sa carrière. Et il apprend, il n'est pas au courant, mais il apprend à ce moment-là, on peut changer de photo, qu'ils sont en pause. Voilà. C'est assez horrible d'ailleurs la façon dont il l'apprend. Simplement en cherchant le nom de sa femme et qui a juste changé de nom. Voilà. Ouais, bon. Ça. Okay. Et puis j'aime beaucoup le moment où il la rencontre et elle vient, elle l'embrasse pas en fait, elle fait semblant de l'embrasser et enfin sur la joue, et c'est très significatif de elle, ce qu'elle ressent et de ce que lui ressent. Et en un seul plan, et je trouve que c'est très bien foutu. Morale du film, tue 14 Allemands et puis ta femme te reviendra. Ça. C'est la morale du film. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du personnage ? Donc, il est à l'opposé des films, des héros de films d'action de cette époque. On peut les mettre les photos d'après. Donc, il jure, il a des problèmes d'alcool, son mariage bat de l'aile, il est contre l'autorité. Ah. Voilà, donc là, c'est les héros, normalement, ça ressemble à ça à cette époque-là. Ouais. Celui d'après aussi. Des grosses burnasses. Ouais. Voilà. Et lui, c'est pas ça. C'est un héros qui a mal. Il a mal tout le temps. Il marche sur du verre. Il y a ses pieds qui saignent. C'est horrible. Enfin, c'est horrible. C'est un peu excitant. Son Marcel change de couleur. Son Marcel change de couleur tellement issu, je pense. J'en sais rien. Mais non, mais c'est qu'il est allé dans les conduits de ventilation. Sale. Ah oui, aussi. C'est ça qu'il fait. Les conduits de ventilation sont sales. Ouais. Ah, j'irai après, moi. Voilà. En fait, c'est un monsieur tout le monde. Même si, bon, il sait manier les armes. C'est un flic et puis voilà. Ouais. C'est un monsieur tout le monde un peu téméraire. Ouais, voilà. C'est pas le monsieur tout le monde non plus qui va faire ses courses. Hein. Voilà. On peut quand même noter parmi ces faits d'armes qui sont assez intéressants, c'est se tirer dessus lui-même pour réussir à tirer sur le terroriste qui est juste derrière lui. Hein, Die Hard 4. Die Hard 4, voilà. Ouais, exactement. Grand moment. Ouvrir une bouche de métro et sauter dessus pour atteindre une rame de métro qui est en dessous et en train de rouler. Die Hard et 3. Puis pouvoir rentrer dedans. Voilà, merci Adrien. Faire exploser un avion en allumant une traînée de carburant. 58 minutes pour vivre, Die Hard 2. Voilà. Dans Die Hard 1, je sais pas ce qu'on pourrait dire.
Si, il fait des trucs bien, mais... Alors, il met un écran d'ordinateur sur une chaise et ça fait exploser un immeuble. C'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est vrai que Non, mais à l'époque, surtout- les batteries étaient pas safe, c'était des Et composants puis qu'on surtout que je maîtrisait trouve pas. vraiment pas mal non plus, il détruit un hélicoptère avec une voiture. Pourquoi ? Parce qu'il avait plus de balles. Parce qu'il avait plus de balles. Die Hard 4. Die Hard 4 aussi. Bah, il se jette quand même aussi d'un immeuble comme ça. Mais avec oui, un oui, tuyau mais autour il de est la taré, taille. bien sûr. Moi, j'ai essayé, honnêtement, plus jamais je refais ça. Très mauvaise expérience. c'est pas bien. On vous le déconseille. De l'aveu d'Eric et Ramsey, c'est très compliqué à faire. On en parlera Merci. plus tard. On en parlera plus tard. Donc il ponctue souvent ses faits d'armes par un petit commentaire et sa réplique la plus emblématique est Yippee-ki, pauvre con, qu'on ne voit d'ailleurs que dans... Voilà, qui sort du coup de ça. Ça m'a coupé la parole. Qu'on voit que quoi ? On voit qu'il le dit que dans ce film-là, dans le premier. Si ? Non, il le dit Absolument après. pas. Je sais pas, c'est une il question. le dit à la fin de 58 minutes pour vivre, Ok. au moment où il allume la traînée de carburant. D'accord. Voilà. Donc il leur dit plusieurs fois. C'est ce que j'ai cherché tout à l'heure, j'ai pas le temps de trouver. Ok. Et il le redit également dans la version originale uniquement dans Die Hard 3. Ouais, parce que j'ai vu d'ailleurs 3 hier, il le Parce dit que pas. dans la Die Hard 3 en version française, il dit tu diras bonjour à ton frère avant de tirer sur l'hélicoptère. Dans la version originale, il dit Yippee-ki, motherfucker. C'est super con. C'est Voilà. super con. Et d'où le problème des VF. Voilà, c'est ça. Donc on peut garder en tête que c'est un personnage attachant parce que c'est un personnage auquel on peut un peu s'identifier, même si bon, on n'a pas les mêmes bras que lui et que voilà. On aimerait bien. quand même. D'ailleurs, Mathias s'identifie bien à lui. J'ai tout à fait les mêmes bras que lui. Et vous avez pas vu Fred, mais Fred peut largement si Fred s'identifier à lui. était là, non mais je Mais crois voilà, que figure- du coup, un personnage attachant parce que on le rend un peu humain, contrairement à un Schwarzy ou un Stallone qui n'ont jamais mal, qui Je vois pas de ont quoi tu toujours parles. bien, voilà. Donc il a été interprété par Bruce Willis alors qu'il n'était pas du tout le premier choix du producteur, pas du réalisateur, hein, mais le premier choix du producteur c'était plutôt Bruce Willis, plutôt Schwarzenegger. Schwarzenegger à la base. Et ouais. Stallone a été approché aussi, on l'a vu Évidemment. tout à l'heure, hein, Richard Gere, tout ça. Alors que Richard Gere, mais il avait fait des films un peu comme ça à cette époque. Oui, il avait fait Lancelot. Ouais, non, mais plus tard ça. Bien plus tard. Tiens, j'ai commencé à le remater l'autre jour, ça m'a fait marrer. Mais on digresse. Voilà, donc ils ont demandé à Bruce Willis, qui était en train de faire qui lui était dans une série, une sitcom qui s'appelait Clair de Lune, et qui était du coup un truc comique. Et C'est un rapport avec Teen Wolf ou pas? Je sais pas, mais peut-être. Je crois que c'est le préquel. Pas du tout. Ouais, mais, Oh, merde. Voilà. mais Bruce Willis a gagné un Grammy pour Clair de Lune. Hein. C'est-à-dire que c'était quand même quelqu'un qui était très populaire aux États-Unis. Bruce Willis dans cette série. C'est ça. Oui, il commence à être populaire, mais pas du tout dans ce type de film. Et une partie du succès du film s'explique parce que les gens disent mais on s'y attendait pas du tout à voir Bruce Willis dans ce rôle-là. Ouais. Et du coup, j'ai pas dit mon anecdote sur Yippee-ki pauvre con. Ah. On peut remettre la photo parce que Anecdote. Ça m'a. En fait, c'est simplement. Il y en a qui pensent que c'est parce qu'il y a beaucoup d'impro sur ce film, hein, sur ce tournage et notamment dans les répliques. Là, c'était quand même une réplique qui était écrite. C'est parce que c'est une chanson du cowboy chantant Roy Rogers. Roy Rogers. Voilà, qui chante ça dans une de ses chansons, et c'est simplement qu'à un moment on lui dit ouais l'Indien je sais pas quoi, et lui il répond ça Yippee-ki parce que il se met dans la peau du cowboy. Voilà. Et après ça en a fait la phrase je crois 92e phrase la plus populaire dans les films selon Première dans un classement de je sais plus quelle année. Voilà. Tout ça est très précis. C'est très précis, absolument. On va parler aussi de Hans Gruber, je crois qu'on a une photo aussi. Mais oui. Donc Alors Hans là. Gruber est donc un terroriste nazi. Non, il est allemand. Non, mais c'est bien ce que j'ai dit. Tous les nazis n'étaient pas allemands. Il est pas nazi, il est allemand. Non, mais il a dit tous les nazis n'étaient pas allemands. Comment tu parles de ton père? Oui, je connais cette théorie. Tu nous as niqué notre. On s'était préparé un sketch, tu nous Tu sais as qu'on tout l'a détruit. bossé. Mais incroyable. Le mec nous nique le truc, quoi. Il y a Incroyable. 2 phrases décrites dans toute l'émission. Sinon, Alors, on est tous là avec nos fiches. Fred Adrien, vous êtes viré. Alors Fred, je suis d'accord parce que le cas où t'étais ignoble. J'ai plus rien à dire. Non, mais incroyable. Pardon, L'émission vas-y. est décrite individuellement. On écrit 2 lignes ensemble. Le mec arrive et bam, il pose ses couilles, il met de la table. Donc, baïonné Adrien, on se la refait. Allez. Donc Hans Gruber est un terroriste nazi. Non, il est pas nazi, il est allemand. C'est bien ce que j'ai dit. Non, mais tous les Allemands sont pas nazis. Ouais, je connais cette théorie, ouais. Ok, bref, tout ça pour dire. Comment tu parles de ton père? Tout ça pour dire que Hans Gruber est plutôt donc c'est pas un terroriste. Attention parce que à la base le film, parce que toi t'as dit des terroristes tout à l'heure, je te reprends. Non, je mais- te reprends. Le film était fait
pour que ce soit des terroristes qui attaquent et que ça se devait passer sur plusieurs jours. Et quand John McTiernan a récupéré le film, il a dit non, ça me fait un peu chier les terroristes, on va plutôt faire un casse, c'est pas des terroristes, c'est juste des braqueurs, même si c'est un peu violent comme braqueur, mais c'est des braqueurs. Et du coup, ce n'est pas un terroriste, c'est un braqueur. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs, Hans Gruber, à Takagi. Il dit qui a dit que nous étions terroristes en rigolant, juste avant de le buter. Spoiler alert. Donc il reste concentré sur son objectif, il s'en détourne jamais. Et même si McClane est dans ses pattes, son plan est bien huilé et il ne laisse trahir aucune émotion. Aucune ? Peut-être pas. Sauf quand je fais des signes comme ça veut dire que la régie doit mettre des photos. Sauf à ce moment-là. Sauf au moment de tomber dans le vide. Et pourquoi, comme on l'a dit dans le caout, c'est parce que on lui a dit à 3, on te lâche, et on a dit 1 et on l'a lâché. Ce qui n'a pas du tout plu à l'acteur, Alan Rickman, mais ce qui nous a donné cette belle expression parce qu'il a été surpris. Authentique. Et voilà. C'est génial. Bien joué, John McTiernan. Ouais. Alors, je voulais parler de Molly, mais j'ai pas eu le temps d'écrire des choses. Des années de théâtre, tu vois, face à une bonne blague, ça n'a pas grand-chose. Alors en sachant que c'est le chef cascadeur qui a eu l'idée. Ah, peut-être alors. Et que John McTiernan a dit OK. Ouais, oui, voilà. Mais il a donné son aval. Il a donné son aval et il a pas recraché. Oh là là. Tant de poésie ce soir. On peut parler aussi de Molly Gennaro. J'ai rien écrit dessus, donc j'ai même pas de photos parce que j'en retrouve pas sur Internet. Elle était là, mais elle a enlevé sa perruque. Elle était là ce soir. Elle est là ce soir. Bonnie Bedelia, oui. Voilà, et qui apparaît juste dans les 2 premiers Die Hard, qui n'apparaît pas après. Dans le 3e, elle a refusé de jouer dedans. J'ai cherché pourquoi, j'ai pas trouvé de réponse. C'est juste, elle a refusé de jouer dedans. Elle a été approchée pour jouer dans le 4. C'était prévu. Ouais. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Mais elle fait un caméo dans le 4 parce qu'à un moment donné. Et il y a une photo d'elle. Il y a une photo d'elle quand le terroriste. Là, pour le coup, c'est un terroriste. Parle justement du divorce de McClane dans le 4. Et donc, pour parler de l'actrice, derrière, elle fait encore des séries aujourd'hui. Elle a 74 ans aujourd'hui. Elle joue dans quoi ? Elle joue dans, je sais plus, faut pas m'en demander trop. Elle joue dans des séries. Alors, je sais plus comme ça. Après, je peux juste apporter quelques précisions. Bien sûr. Oui, 2 secondes. Émission, Adrien. Non, pas pour du meubler, tout. tu sais bien. Alors, Alan Rickman, est-ce que vous savez combien de films de cinéma il avait fait avant Die Hard ? Putain, t'es en train de me niquer tout mon truc après. Alors, on le saura dans la chronique de Mathias. Donc, pub maintenant. Bonnie Bedelia avait quel âge quand elle a tourné Die Hard ? 74 moins 30. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, donc. Mais 44 ans ? Voilà, 44. Voilà. Quel âge avait Bruce Willis quand il a tourné Die Hard ? Il était très jeune. Quel âge avec Bruce Willis quand il a tourné Die Hard ? Je sais pas, il avait 32 ans. 33 ans. Putain, tu vois, 32, j'allais dire. Oh, 33. Et pourtant, ça se voit pas. Comme quoi, bien conservé. Et voilà. Et c'est dommage, j'ai pas pris l'image. C'est ma faute, c'est pas la faute de la régie. J'étais étonné justement de voir son âge. Mais il y a un autre moment aussi où Hans Gruber a une émotion, à part à la fin. Oui. C'est le moment justement où à un moment donné, lors de la première parole, la prise de parole qu'il a avec les otages, et la première fois qu'il pose les yeux sur Holly, il a un tout petit regard vers le bas. Avant de revenir sur les yeux. Oui, parce que le plan d'après, on se rend compte qu'elle a quand même un décolleté assez pigeonnant. Et du coup, c'est le seul moment où Hans Gruber a une émotion, à part quand il meurt. Voilà. Ces Allemands, quel bout en train. Mais oui. Ah, c'est nazi. Non, c'est pas ça qu'il fallait dire. Non, attends. Comment ça, la Jenny toutes les plateformes, il y a des mots qu'il faut pas dire. On aime les Allemands, c'était juste pour la blague. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, on aime aussi les nazis. Ich bin ein Berliner. D'ailleurs, moi j'ai trouvé un truc où ils disent que ce que Alan Rickman parle, enfin je parle pas du tout allemand, donc je sais pas, mais à ce qu'il paraît, mais il dit des bêtises, tout est faux. Exactement. C'est vrai que j'avais noté ça. Il y en a qu'une seule qui est vraie. Mais Mathias, forcément. Mathias, forcément que sur un film il y a un certain nombre d'anecdotes et qu'au bout d'un moment, si on va tous chercher nos anecdotes au même endroit. Normalement ça tu l'as pas, mais en fait ça c'est ma femme qui me l'a dit. Il y a qu'une seule phrase qui est vraie, qui est correcte. Dans ce qu'il dit, c'est le moment où il demande à Karl de tirer sur les vitres. Ouais. Il dit schieß dem Fenster. Et c'est la seule phrase allemande qui est correcte. J'aurais dû interviewer Clara. Pour savoir ce qu'il dit en vrai. C'est ça. Ça aurait été drôle. Alors, on a regardé le film ensemble avec les grenouilles. Et la première chose qui nous a frappé. Comment ? C'était tes pieds parce qu'on était au sol. Oui. T'avais les pieds parce dans qu'on la faisait un gueule. truc avec les pieds aussi, allongés. J'adore les pieds. Et justement, la suite de ma phrase, donc, ce qui nous a frappé, c'est à quel point ça sentait bon. Oui. Les pieds. Les pieds. Non, les années 80. Oui. N'est-ce pas, Chèche ? Chèche, tu as un truc à nous dire. Oui. Ce qui nous a frappé, effectivement, c'est la vie des gens dans les bureaux, dans les films des années 80.
Parce que les films qui se passent dans ces années-là nous donnent une image bien particulière du monde du travail. Donc, vrai ou fausse ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, première chose, la femme y est quand même assez émancipée. Elle pense à sa carrière, elle se bat pour ça. Donc, on pense à Holly dans Die Hard, qui travaille d'arrache-pied. On peut revoir la photo de Holly. Elle est au bureau. Alors, Adrien m'a dit qu'en fait, c'était une fête de Noël, que Sylvain, il a dit que c'était le Nouvel An. Mais bon, moi, je vais dire que c'est la veille de Noël, en gros. Et on dirait qu'elle boucle des dossiers pendant la fête. Elle est prise par sa carrière. Et du coup, tant pis pour les enfants, qui sont pendant ce temps-là chez la nounou. Et puisque leur père n'a pas non plus jugé bon d'aller voir ses enfants en premier quand même. Ils sont à la maison avec la nounou. Ils sont à la maison avec la nounou. Ils sont fait maison. Ils sont à la maison avec la nounou. Le gars, quand même, sa femme. Quel égoïsme. L'a quitté. Ok, elle est partie et tout. Elle est partie avec les gosses. Mais aujourd'hui, mais moi je milite contre ça. Mais est-ce que tu crois pas que tu irais voir tes enfants ? Mais bien sûr, ça, non mais plutôt que d'aller à la fête d'entreprise de ta femme. Peut-être qu'il a envie. Ouais, mais peut-être qu'il s'en fout de ses enfants et qu'il aime que sa femme, tu vois. C'est un autre débat, mais en tout cas, voilà. Du coup. Voilà, chacun ses choix. Donc je pense que. Putain, le maître féministe de merde. Ouais, mais t'as le droit de nous nazi, quoi. La féminazie de base. Il y a trop le mot nazi dans cette émission. Féministe. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Non, mais parce que bon, elle aussi, c'est bizarre. Enfin, bon, bref. Donc, wow, un argumentaire de taille. Mais merci. Tu m'as convaincu. C'est comme ça que vous perdez les élections politiques. Pardon, je regrette totalement ce que regardez cette photo du film Working Girl, dans lequel on voit des femmes très ambitieuses et assez proches de leurs collègues masculins. Voilà. Là, il y a du travail. Là, on sent qu'ils vont bien bosser. Une sacrée équipe. Pareil, comme dans le film Le Mystère Silkwood, tous des films que je n'ai pas vus, mais qui ont l'air très années 80. Ça a l'air parfait, très proche au travail, toujours. Oula. On est bien. Et donc, là, ça sent les années 80. C'est cher à droite. Ouais, c'est cher, ouais. Tout à fait. Waouh, chèche. Kurt Russell. C'était cher. Et à gauche, c'est pas. C'est Meryl Streep. C'est Meryl Streep, ouais. Et comme quoi, on passait des bons moments dans les années 80. On passait des bons moments. Entre collègues. La bonne époque, quoi. Entre collègues, voilà. Il y a des vampires dans les années 80. Et dans Die Hard, c'est Ellis qui se montre assez proche de Holly. Franchement, on se dit. Ça s'appelle lourd, en fait. Ça s'appelle du harcèlement, en fait, ce qu'il fait, tu vois. Mais je sais pas, parce qu'elle dit pas grand-chose, hein. Ouais, elle le dit d'elle-même, elle s'intéresse qu'à sa salle de bain privée. Ouais, bah c'est pas ce qu'elle montre. Hein. Même Chèche, c'est les troublés. Elle s'intéresse qu'à sa salle de bain privée. Peut-être. Attention. Peut-être, mais en tout cas, lui, il s'accorde. Il a le syndrome Amber Heard. Il s'accorde des petites pauses cocaïne au bureau, en fait. Tout va bien. Il vous en reste un peu. Donc, effectivement, dans les bureaux des films des années 80, on fume, on boit, on se drogue, tout va bien. Quel film, ça. Et ça pose pas trop de soucis. Bah non. Et puis, en fait, ce qui est savoureux aussi, c'est cette débauche de coiffure incroyable. C'est ça qui des nous a le plus cheveux marqué. longs, des brushings de ouf, incroyable. des permanentes, des cheveux gominés. Oh là là. Alexandre Goudenoff. Ces garde-robes de bureau avec des costumes, des bretelles, des chemises rayées. Enfin, c'est trop chouette, quoi. Et je me demande ce que ça donnerait les chroniqueurs du Retour du Jeudi habillés un peu comme ça. Ah merde. Je veux cette photo. Je veux cette photo. Ils sont magnifiques. Mais ça me va bien, en fait. Ça me va grave bien. Je fais la même chose, sauf que moi j'ai enlevé le truc pour l'Ukraine. On a fait la même émission. Tout ce que j'ai fait dans la VBA, vous citez tout depuis le début. La VBA est 100% spoil. Je viens de faire tout ce qui a été fait dans cette émission depuis 15 minutes. Bon, ça, que vous faites. ce qui est bien, c'est que je me sens plus seul, tu vois. C'est génial. C'est parfait. Allez, enchaîne, parce qu'on était très beaux. Voilà, bon, mais du coup, ça donne une image colorée du monde du travail, débridée. Mais assez dur aussi, finalement, parce qu'on a quand même l'impression que les gens passent leur vie au travail. Ils y sont tout le temps. Et du coup, ils font tout au travail. Finalement, c'est ça. Tu le sais parce que t'es prof et que tu fais pas grand-chose. Exactement. T'aimerais pouvoir faire des choses à ton travail. Et est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes en fait qui souffrent d'un syndrome des films des années 80 au travail
Et je vous propose de regarder un petit reportage à ce sujet. Yes. Bonjour, bienvenue à Ma vie, mon entreprise. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Jocelyn Toshibu, qui a monté une entreprise Carrelage 80. Il a fait le choix d'intégrer dans son équipe des personnes qui souffrent d'un syndrome très particulier, à celui de vivre comme dans les films américains des années 80. Bonjour, je m'appelle Jocelyn Toshibu, je suis japonais et j'ai monté mon entreprise en 2018 de carrelage 80. Et c'est vrai qu'au Japon on n'a pas ce genre d'employé, mais bon, moi je suis tolérant, même si c'est pas facile tous les jours. Mais là, par exemple, monsieur Toshibu, on est dimanche, et vous travaillez toujours le dimanche? Ah bah normalement non, mais Patrick et Josiane, j'arrive pas à les faire partir, ils sont là tous les dimanches, donc on va aller voir ce qu'ils font. Bah Monsieur Toshibu! Non mais c'est pas possible Patrick, on avait dit le short rouge, c'est le pantalon ici. Et puis la drogue c'est non. Monsieur Toshibu. Non, monsieur Toshibu, il y a la télé aujourd'hui? Bonjour! Mais la clope c'est non. Patrick! Oui, elle est là. Bah je vous la passe. Oui, Jean-Louis. Oui, c'est la fête des mères. Oui, bah ils ont le nounou pour ça. Écoute, moi je peux pas, il faut que je pense à ma carrière. C'est vrai, monsieur Toshibul, il faut absolument qu'on termine ce dossier aujourd'hui. Non, Josie, une journée sans enfant, ça s'arrose. Non, et l'alcool c'est non aussi. Allez, j'appelle la police, ça c'est pas possible. Sortez, rentrez chez vous. Oui, monsieur Toshibul. C'est pas facile tous les jours, mais on s'accroche. Eh bien merci, monsieur Toshibu, de nous avoir fait partager votre initiative. Ah, avec plaisir. On s'accroche. Merci d'avoir suivi notre émission. La semaine prochaine, dans Ma vie, mon entreprise, nous irons à la rencontre de Sylvain Antonsen, un Danois. Il est président d'une association de cinéma et il essaye de faire jouer des grenouilles dans des films. Ciao! Parce que tout ça a été tourné en famille. La famille Gaudron au complet, c'est ce que qui rend le truc d'autant plus malaisant. J'ai envie de dire. Non, mais ça reste chez les Des images Gaudron. terribles. Ah, il y a des endroits de France où on peut faire ça. Images, Bravo. C'est ça. Donc vous avez pu voir Émilie dont on vous parlait tout à l'heure à l'écran. Oui. Voilà, parce qu'elle a participé à toutes les émissions, à tous les caouts. Du coup, elle a le droit de jouer dans les cours qu'on fait. Mais oui. Fan numéro 1. Putain. Philly? Mais oui. Ça c'était parfait. C'était génial. Franchement, bravo. Eh ben bravo Chèche, merci beaucoup. Et j'ai hâte de voir les autres émissions. Hein, parce que ça donne envie. Hein. Bonjour. Ah, c'est le On moment où va on va sans pouvoir- transition. On va faire une petite sieste. Ouais, je vais faire une sieste. Non, mais on va t'écouter. T'as une voix tellement belle et suave Ouais, que ça me ouais. berce. Bon, bonjour. Et Oui, du coup, tu en dois fait, parler de quoi Non, mais mon lancement, c'est le même que celui d'avant. C'est-à-dire, on a regardé le film ensemble avec les grenouilles, et la première chose qui nous a frappé, c'est à quel point ça sentait bon les années 80, n'est-ce pas, Adrien? Tout ça est bien écrit. Alors, les années 80, oui, tout à fait. Donc, comme en préambule tout à l'heure, je disais évidemment, c'est un film qui fleure bon les années 80. Mais après, c'est pas que un film d'action, parce que Die Hard a été considéré par tous les fans pour un film de bourrin, un film d'action. Mais c'est quand même un film qui est quand même pas mal foutu. Au niveau même découpage, au niveau scénario, au niveau, et au niveau photographie. Oui. Parce qu'on va parler un petit peu quand même, tout petit peu de ça, parce que c'est un petit peu mon domaine aussi quand même. Alors très rapidement, en fait, j'ai 2 images à vous montrer sur la photographie en soi. C'est 2 images qui sont prises un petit peu au milieu, pour un peu exprimer ce propos. Voilà, donc vous voyez, les plans sont sympas, les éclairages sont sympas. L'ambiance aussi de Los Angeles à Noël, parce que c'est bien à Noël, hein. Ça j'ai refait des petites recherches pendant qu'on parlait,
c'est bien à Noël que ça se passe. Hein. Donc le plan d'après, on voit Los Angeles à la période de Noël, c'est quand même exceptionnellement la neige. Rouge. Mais oui, voilà. tout à fait. Donc oui, parce que à Los Angeles à Noël, il n'y a pas de neige, hein, donc on est quand même sur quelque chose qui est très chaud quand même comme chose. Et puis l'image sert quand même pas mal le propos, comme le moment du héros un peu échaudé, c'était celle d'après, c'est pas grave. Voilà, il n'y a pas de souci. Qui est blessé, etc. Il y a quand même après la lumière un peu crue, toutes ces choses-là. Donc tout ça fonctionne, tout ça parle, même pendant les cascades, et ils s'amusent à faire des lumières, même pendant les cascades. Donc voilà, c'est quand même bien éclairé pour un moment assez périlleux pour John. Alors, si je parle de ça, c'est parce que le directeur de la photographie du film, qui s'appelle Jan de Bont, Yann, le fameux. Voilà, Jan de Bont, il a en fait également réalisé des films. C'est un réalisateur après, c'est John McTiernan qui l'a lancé. Et on va parler après des films qu'il a fait. Vous allez voir, ça va vous dire quelque chose et ça va vous allez vous dire, mais oui, évidemment, il pouvait faire que ce film. Les années 80, c'est aussi, enfin, le film Die Hard, c'est aussi évidemment donc une saga. Donc on en a parlé très très vite. Donc il y a eu donc Die Hard 2, 58 minutes pour vivre, réalisé du coup par Renny Harlin, qui est réalisateur aussi de Cliffhanger. Si vous avez vu Cliffhanger avec Sylvester Stallone. Marrant. Donc qui a réalisé ce film. Alors Die Hard 2, à chaque fois que je le regarde, j'ai l'impression qu'il dure 3h20, alors qu'il faut savoir qu'il dure quand même 8 minutes de moins que le premier Die Hard. Et pourtant, désolé, on s'emmerde. Donc les effets spéciaux sont ignobles. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est un film raté. Pourtant, je suis fan de Die Hard. Die Hard 2, ouais. Mais c'est un film, en tout cas, pour moi, qui est raté. Voilà. Je l'ai vu qu'une fois, mais j'ai pas un si mauvais souvenir que ça. Faudrait que je le revoie. Après, voilà, ça reste quand même 13 années 10 du coup, parce que je crois qu'il est de 90. C'est 90 pile, ouais. Pile. Ouais. Ensuite, évidemment, la vraie suite de Die Hard, qui est donc Une journée en enfer, réalisée à nouveau par John McTiernan. Avec le méchant qui est génial, voilà, qui est joué par Jeremy Irons. Mais on est plus sur le même style, c'est plus de l'actionneur, c'est du buddy movie. Voilà, c'est du buddy movie. Ouais. Et puis évidemment, il y a Samuel Motherfucker Jackson, voilà, qui est vraiment génial dans ce film. Donc voilà, la vraie suite de Die Hard. Ensuite, évidemment, Die Hard 4. Donc en version originale, Live Free or Die Hard. Ou sinon, je crois qu'en français, c'était... je sais plus ce que c'était. Die Hard 4, c'était Nouvelle journée en enfer. Retour en enfer. Retour en enfer, oui, c'est ça. Exact, Retour en enfer. Alors, quand Die Hard 4 est sorti, je m'en faisais tout un truc en disant, ça y est, Die Hard revient, etc. Je suis allé voir le film, évidemment, j'étais un petit peu déçu parce que c'était l'action des années 2000, quoi, donc ça n'a rien à voir avec l'action des années 80. Mais j'ai trouvé qu'il réussissait à rester assez dans le ton des autres Die Hard, tu vois, sans trop de problèmes. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, et ça, en fait, je m'en suis rendu compte en voyant celui d'après. Ah bah... Voilà, donc parce qu'il y en a eu un après. Voilà, donc cette horreur là que vous voyez ici, je le classe dans la même catégorie en fait que Indiana Jones 4 et le Royaume du Crâne de Cristal, qui n'existe absolument pas. Et ben ce film n'existe pas. Voilà, Die Hard Belle journée pour mourir n'existe pas. Et c'est en voyant ce film qu'en fait on se rend compte que Die Hard 4 est vraiment super. C'est un très bon film. Die Hard 4 est réalisé par donc Len Wiseman, le 4, donc Len Wiseman qui a réalisé la saga Underworld. Oui, je savais, oui. Et sa femme. Et c'est sa fille qui lui a. C'est la fille de Bruce Willis qui lui a conseillé ce réalisateur. Voilà. Exactement, voilà. Et le dernier a été réalisé par. Je sais plus, je crois que c'est le réalisateur de. Si, c'est le réalisateur de Max Payne. Peut-être. Qui a fait 5. Tout s'explique. Ah bah. Alors, on va revenir un petit peu sur Jan de Bont, qui était donc directeur de la photographie, parce qu'en fait, il a réalisé des films quand même après, dont un qui s'appelle Speed. Tu connais-tu Speed ? Connais-tu Speed ? Ah oui, si, je savais ça. Ce film exceptionnel qui a vu donc deux jeunes comédiens qui sont devenus après des ultra-stars, donc Keanu Reeves sur notre gauche et Sandra Magnifique Bullock sur la droite, avec un méchant de choix interprété par Dennis Hopper. Ce scénario de Speed était à la base le scénario de Die Hard 3. 3, ouais, c'est ça. Voilà. Et il a été refusé par la Fox, et du coup, McTiernan a dit « Oui, mais j'ai quelqu'un pour réaliser ce scénario-là, et je vous présente Jan de Bont. Jean de Bont, Jan de Bont. » Donc c'est globalement la même équipe technique de Die Hard premier du nom qui s'attelle à Speed, et je vous conseille ce film parce que c'est un très 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 bon film. Donc là on n'est plus dans les années 80, on est dans les années 90 et c'est la transition justement avec la suite, parce que on conseille surtout Speed 2 hein, d'ailleurs. Non mais Speed 2 pareil, il n'existe pas. Cap sur le danger d'ailleurs est le nez quand même de Keanu Reeves qui a dit non je veux pas faire ce film. Pas là non.
Ensuite, Je il y a vais eu plutôt me des tourner sous vers Die Matrix. Hard. Et il y a eu des sous Die Hard qui ont été faits. Mais Speed, c'est un sous Die Hard, d'ailleurs, puisqu'il était. Il était à la base, c'était Die Hard dans un Mais bus. voilà, donc Die Hard, ça a donné. Voilà. Ça a donné des genres. Un genre, en Après, fait. après, il y a eu, voilà, ça a donné des genres, des genres. Après, alors, on va très vite passer sur les pseudo Die Hard de Steven Seagal, Die Hard dans un bateau, Die Hard dans un avion, enfin tout ça. Il y a un film qui est sorti en 2000, je sais plus combien, je sais plus d'ailleurs, qui s'appelle What I Was Done, qui a été réalisé par Roland Emmerich. Roland Emmerich qui se met au film d'action, au gros film d'action bourrin. Alors là, rien que sur l'affiche déjà, on sent qu'il y a une influence. Hein. Il y a même une scène coupée dans ce film qui est très intéressante. D'ailleurs, on voit, alors je sais pas si vous avez vu ce film. Il y a un moment donné dans le film, en fait, Channing Tatum sur son bras a des espèces de marques qui s'est fait au marqueur. Sur son avant-bras. Comme dans le film. La scène a été coupée dans White House Down, mais à la base, en fait, il devait compter le nombre de terroristes qu'il y avait dans la Maison Blanche, et à chaque fois qu'il en éliminait un, exactement comme fait John McClane au-dessus de l'ascenseur au début de Die Hard. Donc c'est, encore une fois, un film qui a été inspiré fortement de Die Hard. Et celui d'après aussi. La vraie parodie officielle de Die Hard, donc réalisée par Charles Nemes, donc La Tour Montparnasse infernale avec Eric et Ramsey, qui diront qu'en effet cette scène de sauter du toit en s'attachant à une pompe à incendie est quand même très compliquée à tourner. Alors on passera évidemment sur la qualité d'acteur de ces deux protagonistes, mais c'est la parodie officielle pour moi. Ouais. Moi le film me fait beaucoup rigoler. Mais il me fait beaucoup Moi rigoler. je l'ai vu qu'une fois, j'ai pas ri du tout, mais je crois que j'étais trop ado, et tu sais quand t'es ado. Ouais. Dès que tu dis ouais c'est nul, enfin dès qu'il y a un truc qui est moyen drôle, tu dis ouais ça vous fait rire, ça c'est nul. C'est ça. Et alors je pense que j'étais un peu dans cette la grosse blague de grosse rigolade, moi j'ai vraiment le moment où il attrape la barre brûlante. Faudrait que je me le revoie avec la larme qui coule en regardant ce copain en Et ce moment-là est extraordinaire. Mais me pisse dessus quoi. Ouais. Je le repassais en boucle. Je le regarderai sans doute parce que tu vois c'est pareil, tout ce qui est Cité de la peur, la première fois que j'ai vu, j'ai pas ri. Maintenant, je suis mort de rire, mais de fou. C'est-à-dire que c'était. Mais voilà, c'est des trucs C'est une histoire générationnelle. Exactement. Alors, en parlant de génération, en fait, moi, je me suis toujours dit que j'étais né 10 ans trop tard. Parce que, comme vous, par exemple, vous, vos films d'adolescence, c'était justement tout ce qui était la fantasy, tout ça, début des années 90 également. Moi, mes héros ressemblaient justement à ça. C'est l'image d'après. Voilà. Pour moi, mon héros ultime, c'était ça. Alors là, c'est Schwarzenegger à la fin de Predator. D'accord. Voilà. Donc il y a une bombe qui vient d'exploser. En fait, c'est le Predator qui s'est autodétruit à la fin du film. Donc voilà. Les héros de mon enfance, c'était ça. Ça, c'est ton modèle, ça. Non, c'était pas. Bah oui, d'ailleurs, j'y suis arrivé. Donc, on sait pas ce que je voulais dire, mais. Et en fait, pour moi, en fait, il y a des choses qui se passent dans mon corps quand je vois la photo qu'il y a juste après. La photo qu'il y a juste après. La photo. Voilà. Regardez-moi ces trois-là. Ces trois-là. Expendables. Alors, ces trois-là. Alors, faut savoir qu'ils ont fait des choses avant Expendables. Ils ont ouvert une chaîne de restaurants qui s'appelle Planet Hollywood. Ah ouais, qui n'existe plus aujourd'hui. C'est ces trois-là. Ah ouais, qui sont à l'origine de la chaîne de restaurants. Du coup, ils étaient Planet quand même Hollywood. potes un peu. Bien sûr. Enfin, Schwarzy et Stallone, il y avait quand même eu une grosse acquaintance. Oui. Et ils s'envoyaient des vannes de film par film. Mais Bruce c'est Willis comme ça aussi, que Stallone s'est retrouvé dans je sais plus quel film. Dans Arrête où ma mère va tirer. Voilà. Parce qu'en fait, le principe, les petites anecdotes des années 80. Allez, vas-y. On a le temps. Arnold Schwarzenegger avait été approché pour faire un film ignoble qui s'appelle Arrête où ma mère va tirer. À l'époque, Arnold Schwarzenegger et Stallone se tiraient la bourre au niveau de celui qui ferait le plus gros film, celui qui aurait le plus grand nombre de morts, celui qui montrait le plus ses biscottos, etc. On peut voir par exemple dans Jumeaux, je sais pas si vous avez vu ce film. J'allais en dire, du coup, il a fait Jumeaux. Alors, à côté. Dans Jumeaux, on te vole même les trucs que tu vas dire spontanément. Moi, je vous laisse puis vous parlez. Alors, dans Jumeaux, en fait, si vous voulez, à un moment donné, Schwarzenegger passe devant une affiche de Rambo 3, il pose ses valises, il regarde l'affiche, il regarde ses biscottos comme ça, puis il fait... tout pourri, voilà. Dans Expendables, il y a Stallone qui dit il veut devenir président, par exemple Schwarzenegger, etc. Donc ils se sont toujours envoyés des vannes. Et Schwarzy a poussé le truc très très loin. C'est-à-dire qu'il a appelé l'agent de Stallone en disant ouais, moi je suis grave intéressé pour faire Arrête où ma mère va tirer. L'agent de Stallone dit il y a Arnold qui est grave intéressé pour faire ce film-là. Stallone il fait ouais, mais c'est quoi comme film quand même mais t'inquiète pas, tout va bien se passer, tu vas voir, ça va être génial. Bon, allez, je fais ce film, il faut vraiment damer le pion à Schwarzy. Résultat, film de merde. Gros flop au box-office. Stallone a pris vraiment cher dans les critiques. Et Schwarzy qui se marre comme un doré. Il voulait juste pas le faire. Et parce que Schwarzy voulait juste pas le faire. Voilà. Donc, bref. Donc pour revenir sur la photo justement des trois qui sont là. Donc évidemment de gauche à droite on a donc Bruce Willis, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger.
Évidemment, après, on les retrouve dans l'image qui est après, donc dans le film. Alors ça, c'est l'affiche d'Expendables 2. Hein. Et ce film, par exemple, c'est le feel-good movie de base. Donc c'est un film qui date des années 2010. Hein. Mais c'est ce qui manque aujourd'hui au cinéma d'action qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est ce truc décomplexé. Il n'y a pas de scénario. Hein. Cherchez pas de scénario dans Expendables, il n'y en a pas. Mais il y a Chuck Norris. Alors d'ailleurs, petite anecdote aussi sur Expendables 2. Dans Expendables 2, Chuck Norris balance un Chuck Norris fact. Rien que pour ça, il faut regarder Expendables 2. Le méchant est interprété par Jean-Claude Van Damme. Rien que pour ça, il faut regarder Expendables 2. Donc voilà, là vous avez en fait le principe, aujourd'hui, moi, du genre de cinéma que j'aime. J'aime aussi les films cérébraux, les films vraiment très bien faits. Mais ça, c'est le genre de film aujourd'hui qui manque. J'aime les films vraiment très bien faits. Mais j'aime aussi les films comme ça. Très bien faits. Je vous explique pourquoi je fais un parallèle en fait avec ce qui se passe en ce moment. En ce moment est sorti au cinéma Top Gun Maverick, que je ne suis pas encore allé voir, mais que des gens que je connais et qui ont un peu ma sensibilité sont allés voir. Le premier Top Gun, je le trouve ignoble. C'est un film qui date de 85, je crois, ou 86. Je le trouve complètement raté, ce film, mais c'est un film qui avait fait vraiment un succès en son temps. Et ceux qui sont allés voir Top Gun Maverick ont dit, voilà, aujourd'hui, c'est ce cinéma-là qu'on veut voir. C'est un cinéma d'action où le scénario, voilà, il y en a, mais voilà. Mais il s'attache pas à ça. Aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. Et c'est pour ça que Top Gun Maverick fait un succès énorme. Attention, ça va être le hit de l'année. Ça va être très dur de le battre cette année, Top Gun Maverick. Et justement, on est en train de revenir à cette espèce de comment on dit nostalgie, voilà, comme nostalgie, de nostalgie en fait justement des années 80, et c'est ce qui manque en fait justement au cinéma. Je parle très très vite justement de ces trois monstres du cinéma, très rapidement. Sylvester Stallone, donc on le connaît tous pour ça. Sylvester Stallone, c'est le côté, on est dans les années 80, c'est le côté artistique. Sylvester Stallone, c'est quelqu'un qui a fait une école quand même d'interprétation, de théâtre, etc. Et il a toujours voulu faire du cinéma, mais lui, il se voyait plutôt comme un auteur. À la base, Sylvester Stallone, quand il a écrit le scénario de Rocky, il était à la rue, il avait dû donner son chien parce qu'il pouvait plus nourrir son chien. Il avait joué dans un espèce de vieux film à moitié porno dégueulasse qui s'appelle Les Talons Italiens. Et pour un budget une paye de $200, ce qui lui permettait juste de payer son loyer. Donc voilà. Qui fait un porno pour $200 ? Voilà. Autour de cette table. On est d'accord. Si c'est avec Fred, ouais. Je veux bien payer $200. Ah ouais, faut quand même qu'il le mec, il écrit paye. Le scénario de Rocky parce qu'il a eu l'idée en regardant un match. Il écrit le scénario de Rocky avec un stylo bic et des feuilles de papier. Il l'écrit en 3 nuits et il le présente à un producteur qui lui dit OK, je te l'achète $20,000. Ouais. Mais Stallone il dit non parce qu'il dit moi je veux être le rôle principal. Au début c'est non, et finalement à force d'opiniâtreté, j'aime ce mot, il l'a fait. Faut savoir que Rocky, pour redire sur l'image, Rocky, c'est le premier film où apparaît vraiment Sylvester Stallone. C'est un premier film pour le réalisateur John Avildsen. C'est un film qui a été nommé 10 fois aux Oscars, qui en a remporté 3 majeurs. Il a remporté l'Oscar du meilleur film, l'Oscar du meilleur réalisateur, l'Oscar du meilleur montage. Il a été nommé à l'Oscar du meilleur acteur, Stallone, et à l'Oscar du meilleur scénario original. Alors que cela n'a pas demandé grand chose parce que là, si je me trompe, il fait un peu la même tête que quand tu jouis dans Les Talons. Non, mais ça, c'est une photo justement de Les Talons. Le succès de Rocky aidant, ça lui a permis de lancer à Sylvester Stallone une autre franchise qui s'appelle Rambo, dont on voit donc l'image juste après. Ça, c'est le premier Rambo qui est très sombre. Le premier Rambo est très bien. Alors j'ai vu Rambo. J'ai pas vu Rambo. Trop bien. Il est trop bien. Mais oui, alors trop bien. Mais pourquoi Rocky est très bien. Mais Rambo, alors, mais j'ai j'ai pas vu vu. Rocky aussi, mais trop bien parce que moi je m'attendais. Là, je prends un peu la parole. Vas-y. Genre très peu actionneur et du coup je dis tiens, je vais voir quand même Rambo parce que Mathias regarde les films. Rambo, quoi. Et Rambo, c'est pas du tout le film que tu penses que c'est. Bah non, c'est pas Rambo 2, c'est Rambo. Voilà, c'est ça. C'est Rambo. Et en fait, alors moi je suis rentré par les actionneurs. Parce que moi, Rocky, ça m'a fait le même effet. Ah bah peut-être, mais moi je suis rentré par les actionneurs en fait, je réalise par Hot Shot 1 et 2. Tu vas te dire à quel point la culture. C'est-à-dire que je connais mieux Hot Shot 1 et 2. C'est culte, c'est exceptionnel. C'est génial, mais je connais mieux Hot Shot 1 et 2 que les actionneurs. Et moi je m'étais dit, Rambo, c'est vraiment un film de bourrin d'action. Et en fait, c'est hyper politique, c'est super cool. Ah, ça parle du qu'est-ce qu'on fait des soldats après la guerre. Qu'est-ce qu'on fait de ces hommes-là qui ont tué d'autres personnes, d'autres gens, et qui se retrouvent aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Voilà. C'est génial. Regardez Rambo. Regardez Rambo. Et donc voilà, et après c'est ce qui a fait que Stallone est catalogué comme vraiment la personne qui est plus artistique des trois. Ensuite vient donc Arnold Schwarzenegger, la version d'après, l'image d'après, pardon. On le voit donc dans le premier Terminator de Cameron en 84.
Alors, le succès... Alors, faut savoir qu'avant, il avait fait Conan le Barbare, hein, quand même. Hein. Énorme. Avant ce film-là. Et non pas Connard le Barban. Et non pas Conan le Barbare. Énorme, Conan. Juste avant, il avait fait Conan de John Milius. Donc Schwarzenegger, lui, c'est le côté, on va dire, pognon. C'est le gars, Schwarzenegger est millionnaire à 30 ans, il a fait fortune dans l'immobilier. Et du coup, il s'est dit, vu que je sais pas jouer la comédie et que je suis un peu un boulet, mais que j'ai un gros physique, je vais me payer de ma place dans mes films. Le mec, il est millionnaire à 30 ans. Voilà. Moi donc, aussi, je serais millionnaire à 30 ans. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, le gars, il se dit, je vais me payer ma place dans mes films. Donc, il devient producteur, etc. Et donc, du coup, il va, en fait, concrètement, faire en sorte que ces films se fassent. Donc, en effet, c'est ça. C'est l'image d'après, donc Commando. Voilà, donc c'est des gros biscottos, c'est complètement décomplexé. Dans ce film, il y a Alyssa Milano jeune. Petit flingue. Voilà. Et il y a Freddie Mercury aussi, le sosie de Freddie Mercury qui se fait transpercer par un tuyau à la fin du film. Donc voilà, ce mec-là, en fait, c'est vraiment la partie, on va dire vraiment, c'est les républicains. Voilà. Stallone, il est démocrate d'ailleurs. Lui, il est républicain, c'est vraiment, c'est le pognon, etc. Donc ça a été vraiment plus l'entrepreneur du cinéma d'action des années 80. Et puis Bruce Willis, il n'y a pas d'image, mais on l'a déjà assez vu. Bruce Willis, lui, c'est le mec, il est là, on ne sait pas pourquoi, mais il fait rire, et il a réussi à se faire un nom dans le cinéma d'action. On parlait du producteur Joel Silver, j'ai vite fait en parler quand même dans le cinéma d'action. On a le temps. Bah oui, ça va, vous foutez de ma gueule, tu savais très bien que j'allais en parler. Donc Joel Silver, c'est ce monsieur, alors voilà, il n'a rien à envier à Harvey Weinstein pour tout ce qui est regard libidineux. Et c'est à cette personne que nous devons l'autre franchise très populaire des années 80 qui est L'Arme Fatale. Oui. Et donc du coup ça par exemple c'était deux franchises qui se tiraient la bourre dans les années 80, c'est la franchise Die Hard et la franchise de L'Arme Fatale. Évidemment ils ont tous eu le même destin funeste au fur et à mesure qu'il y a eu des suites. D'ailleurs Die Hard 3 ressemble un peu à L'Arme Fatale avec cette idée de movie. Ouais. Et la rumeur dit qu'un Arme Fatale 5 est en préparation avec les mêmes acteurs, j'ai très peur. Le cinéma d'action après a évolué. Parce qu'après on était justement sur ces cinémas-là, c'était que des Américains, des Blancs, des Caucasiens, tout ça, des Américains. Et c'était eux qui réalisaient aussi les films. Et c'est des films un petit peu très réganiens, même à l'époque où c'était plus Reagan qui était au pouvoir. Et après arrive donc un nouvel acteur, c'est le cinéma asiatique d'action. Et après, là c'est la dernière image, je vous conseille de voir ce film. Et c'est là où vraiment le cinéma d'action des années 80 était enterré, parce qu'est venue l'ère de ce genre de cinéma. Oui. Donc ça c'est Volte-Face de John Woo, 1997. Donc ça, c'est la fin des années 90, et c'est là où le cinéma d'action a vraiment évolué. John Woo a vraiment évolué vers un cinéma plus chorégraphié, un cinéma plus spectaculaire. On n'en attendait pas moins de John Woo. Je vous conseille aussi tous les autres films de la période Hong Kong. Donc c'était, pour résumer, la période 1980-1990, c'était là où il y avait des films sans scénario, qui n'avaient pas vraiment de but, mais qu'on kiffait de ouf. Et dès qu'ils ont voulu intégrer des scénarios dedans, essayer d'avoir une réflexion, à part les films de Stallone, avec Rambo par exemple, ça n'a pas vraiment marché. Et c'est aujourd'hui ce qui nous manque, c'est d'avoir des films un petit peu décomplexés. Donc allez voir Top Gun Maverick, retournez voir ces films-là. On a quand même tous les Marvel qui n'ont pas de scénario, mais... Alors, on dira Marvel, pas que c'est des bons films. Voilà, tu sais ce que j'en pense. Balance, oh là là. Et donc merci Adrien pour ce retour. Vous regarderez bien tous ces films. Oui. Mais avec plaisir. Moi j'ai beaucoup de choses à rattraper. Ouais, moi aussi. On a 2 vies devant nous à faire. Carrément. Avec Chef, mais avec plaisir de voir ça avec toi. Voilà. Sur le sol de Sylvain. Venez sur mon sol, il est très doux. Il y a des trucs avec les pieds, apparemment, j'ai pas bien envie de. Si seulement de ça. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci Adrien. De rien. Pour ces recherches. C'était très intéressant. Et ça donne envie de regarder du cinéma d'action. Et j'avoue, ça donne envie. J'ai très envie. Carrément. Voilà. De cinéma d'action. Alors moi les anecdotes, je fais même plus de transition. Ouais, les anecdotes. De toute façon il y a pas de scénar, il y a pas de transition, on est d'accord. On est très années 80. Alors là, ma chronique c'était la longueur de milieu de film qu'il y a toujours. Et puis là maintenant il y a le combat final. C'est le ventre mou de Die Hard. C'est le ventre mou de Die Hard, il est là. Non, c'est pas ventre mou. Merci Adrien pour ton apport. Du coup, moi dans les anecdotes, j'ai noté La vitesse du magicobus, Le devoir de Emma. Putain. Autant sur Harry Potter, l'émission était préparée par le bonhomme et on a fait 2 heures de live. J'ai pas eu le temps là, c'était préparé 5 minutes avant et ça se sent pas du tout. Tu vois, et on est bluffé. Voilà,
Alors, t'en as ou pas? Parce que moi j'en ai. Alors, le Magicobus. Non, moi. C'est pas le truc qui rentre dans la fenêtre du 34e étage au Mais milieu du si, film. ça explose l'hélicoptère à un moment. Ah si, j'ai une anecdote rigolote, moi. Vas-y. Ouais, mais j'ai peur que Mathias il fasse ouais, c'est bon. Vas-y quand même. Fais quand même. C'est Et mettez la caméra sur Mathias, s'il vous plaît. Pour voir ma déception. En Allemagne, eh ben, la nationalité des preneurs d'otages a été changée. On dit qu'ils sont je voulais irlandais. le dire. Et qu'en fait, Hans Gruber, il devient Jack Gruber. Voilà. Et ça a posé des problèmes pour la suite. Bah oui. Oui. Parce qu'il Tout à disait. fait. Parce que Parce que je connais pas la suite, donc c'est effectivement, il doit y avoir un problème. Du coup, Mathias, vas-y. Gros problème, mais j'ai pas vu la suite non plus. Donc là, tu me relances le truc. Moi, je suis Team Chach dans l'histoire. Moi, je sais que ça a posé le problème pour la suite parce qu'après, il parlait de son frère en tant que terroriste allemand et du coup, ça fonctionnait Et pas. puis qui parce parlait que- allemand surtout et que ça marchait pas. Mais oui, Après, tu peux avoir effectivement. un frère allemand sans être allemand. Absolument. Voilà. D'ailleurs, mon frère est allemand. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on avait dit? Thibaut. Comment on dit ça en allemand? Ich mich, Thibaut. Allez, allemand LV6. Alors, Mathias, je t'écoute. Je crois qu'il faut qu'on Cette enchaîne. émission va trop allez, loin, faut qu'on enchaîne. Vous êtes Ouais, prêts ouais. pour 6 anecdotes d'un coup qui vont vous donner envie de vomir. On y va. Vous savez que Bruce Willis, il a perdu l'ouïe pendant l'audition pendant ce film. D'accord. Oui. Voilà. Parce que Jack McTiernan il fait les faux flingues c'est rigolo, mais les faux flingues qui font du bruit c'est encore plus rigolo, mais les faux flingues qui font du bruit plus que d'habitude c'est encore plus drôle. Et donc il a fait en sorte que les armes qui tirent à blanc soient surdéveloppées au niveau du bruit et du son, ce qui fait que lorsque à un moment Bruce Willis tire sur le sol comme ça allongé avec le plexiglas, il y a eu répercussion du son et il a perdu de l'audition sur l'oreille gauche dont il souffre encore aujourd'hui. Bah oui, Voilà. ça se rattrape jamais ce genre de truc. Et ça c'est dommage. Pas bravo John McTiernan. Pas bravo. Est-ce bravo. que, est-ce que vous savez que Clint Eastwood avait acquis les droits du roman dont est issu le film? Ah, ça, je savais pas. Eh ouais, Clint Eastwood avait acquis les droits de Nothing Lasts Forever dans Non, les années ouais, 80. Avant, il aurait voulu être le héros de ce film. Oui, mais là, il était plus concentré. Bah, on lui a proposé à Clint Eastwood de réaliser. Pas Clint, non, pas Clint. Si, Clint Eastwood aussi. Frank Sinatra, moi j'ai vu. Alors en fait, je crois qu'il y avait aussi Charles Sinatra. Aznavour. Là, tu me spoil le quiz. Alors on n'en parle pas. On y va. Allez, hop, Non, mais il y avait aussi Clint Eastwood, je l'ai vu, et il voulait pas parce qu'il était en train de réaliser des trucs. Et voilà, c'était pas son moment. Combien de Marcel pour le film? Je sais pas. 17, avec des différents stades de crasse. Ah, mon gars. Ah ouais. Eh ouais, McLean, qu'est-ce qu'il fume comme cigarette? Ah. Des Marlboro. Alors, c'est sûr que c'est de la Je marque. sais pas. C'est de la marque européenne parce qu'il dit ils sont européens étant donné la marque de leurs cigarettes. C'est les Gauloises. Eh ouais, C'est mon des gars, Gauloises. wesh ma gueule, cocorico. Bon, il y a ça, je vous le passe. Le film devait s'appeler The Vault en rapport avec le coffre-fort. Le coffre nom qui du s'ouvre, coffre-fort, ouais, ça, je voilà. Dernière chose, Piège de cristal a été sélectionné quand même pour être conservé au National Film Registry à la bibliothèque au Congrès des États-Unis pour son importance culturelle, historique et esthétique. Et là, je voulais le dire pour Adrien, parce qu'Adrien choisit des films qui ont de la valeur. Merci. Voilà. Donc, le présent film d'Adrien, c'était Moulin Rouge. Voilà. Et juste dernière chose, vous saviez que Alexander Gudenov, celui qui joue l'allemand Karl. blond, Le bon voilà, Karl. avant de jouer un terroriste, il était patineur artistique à Moscou. Pourquoi ça m'étonne pas? Voilà. Comme quoi, tu peux très vite basculer. Du côté, Adrien, les anecdotes? Du côté blond de la force. L'anecdote principale que j'ai, c'est le moment où Bruce Willis balance sa réplique. Ils sont entraînés, ils sont financés, ils ont assez d'explosifs pour envoyer Schwarzenegger sur orbite. Cette réplique est évidemment totalement improvisée et il l'a fait en rapport justement au fait que Schwarzenegger à la base était inclus dans le projet en tant que à la production et évidemment en tant qu'acteur parce que John McTiernan le voulait étant donné qu'il avait tourné Predator. Predator avec lui à la base. Oui, Predator. Predator. Oui, c'est ça, oui. J'allais dire Commando, mais non, Exactement. Predator. Absolument. Ouais, voilà. Et puis autre anecdote, dernière petite anecdote marrante, c'est plus sur le réalisateur. Le réalisateur a tourné deux films avec Bruce Willis, Die Hard 1, Die Hard 3. Ouais. Et il a tourné deux films avec Sean Connery, Medicine Man et À la poursuite d'Octobre Rouge. Il a tourné deux films avec Pierce Brosnan, donc qui sont Thomas Crown et le premier, qu'il avait fait. Et il a également tourné deux films, et c'est lesquels les autres qui manquent? Je sais qu'il a fait deux. Il a fait avec Schwarzenegger, Predator et Last Action Hero. Voilà. Ah bah oui, c'est ça. Et après, il a tourné un film avec Travolta. Il a tourné deux films avec Samuel Jackson, Basique aussi, et puis voilà. Donc c'est comme ça. Donc, c'est le réalisateur du diptyque. Et après, il fait plus rien. Il a pas fait de film avec le gars qui joue dans American Pie. Hein.
qui joue dans Rollerball. Non, il n'a pas fait de film. C'est pour ça que Rollerball, pareil, c'est quelque chose que je mets à part. De toute façon, C'est une erreur. McTiernan a demandé à ce qu'on oublie le film, il le désavoue complètement. Ouais. Il le désavoue entièrement. Regardez l'original. Exactement. Peut-être. Alors moi, il y a quand même, moi j'ai une petite anecdote, c'est quand même que il y a une scène de ce film. Oui. Qui n'est pas une scène originale, qui est une scène reprise. Et voilà. Et moi, j'ai retrouvé la scène reprise et je vais vous montrer cette scène. Très intéressant. Alors, on va voir d'abord la scène originale, enfin, pas la scène originale, la scène du film qu'on connaît. Ouais. Et après, on va voir la scène du film dont c'est tiré. Si la régie est prête. Alors, c'est remonté. Hein. Salut, mec. Qu'est-ce que vous faites? Oh, pitié, non, non, vous êtes avec eux, vous êtes un terroriste. Je vous en prie, ne me tuez pas, je vous en prie. Ne tirez pas, je vous en prie. Non, ne me tuez pas, du ne calme. me tuez pas. Non, Du calme, j'ai pas l'intention de vous tuer. J'ai pas l'intention de vous tuer. Vous fumez? Merci. Les Gauloises. Les Gauloises. Vous avez l'air d'un flingue, Bill. Oh, je me suis entraîné à la foire, mais... Et vous connaissez les pistolets avec lesquels on jette de la peinture? Évidemment, ça doit vous paraître ridicule. Bon. Passons aux choses sérieuses, Bill. J'aurais qu'à appuyer sur la détente. Vous venez? « 50 centimes qu'il écrase. » En voilà une surprise. Et du coup, le deuxième extrait. Reconnaîtrez-vous le film? Oh non, j'hallucine. Oh non, t'as pas fait ça. Salut mec. Qu'est-ce que vous faites? Non, pitié-vous, vite pas. C'est bon, je vais pas vous tuer, c'est bon. D'accord, calme, ok? Ça arrête. Je range mon arme, gardez votre sang-froid. Je peux savoir ce que vous faites là? Oui. Non, merci. Vous avez utilisé une arme? Celle des fêtes foraines, si vous connaissez? C'est légèrement différent. Vous aurez qu'à appuyer sur la détente. Oh, bah oui, c'est Philippe, je le connais lui, cet acteur. Alors lui, j'ai été à l'école avec lui, l'école de cinéma, le blond. Ce quoi, tu as dit? C'est l'acteur, Philippe. Voilà une coïncidence. Bill. C'est pas de chance, je suis Bill. Ah ouais, d'accord. Alors, un son à la hauteur du film. Waouh. Franchement, incroyable. Alors, vous savez pas ce que c'est, nous on sait ce que c'est, voilà. Il faut pas savoir ce que c'est. C'est notre marotte à nous, tu vois, c'est notre doudou. Un réalisateur savoyard, oui. Gaetano D'Acarato. Voilà, fallait le placer, je l'ai placé. Putain, une bravo. fois dans un retour du jeudi, c'est fait, on n'en parlera plus jamais. Merci. Mathias, tu nous as remonté. Mais oui, parce que je pensais à la coupure pour aller voir les conduits. Et puis, dans les conduits, c'était tout cracra. Alors, je me suis un peu sali. Voilà. Sauf qu'en fait, la régie, elle a mis un plan large pendant que je me change. Donc, vous aurez le plaisir de regarder l'émission en rediff et de me voir torse-poil. Voilà. C'est un plaisir. J'en ai exprès acheté plusieurs. Il va falloir qu'on reparle de ce plan large qui nous permet pas de faire des choses, en fait. Voilà. Le plan large, enfin, bon, on en reparlera plus tard. Adrien, je crois que tu nous as fait la bande-annonce honnête du... Mais tout à fait. Je m'attendais pas à ça. T'avais l'air attendez. Je m'attendais au quiz, mais oui. Non, mais non, la bande-annonce, c'est avant le quiz. Ah bah alors on est sur la bande-annonce. Et après, il y a le film. Allez, parce que la régie, ils sont comme ça. La bande-annonce sont fiers de vous présenter le meilleur film de Noël jamais fait. Pierre de cristal. Mettez-vous à l'aise et rejoignez la fête pour un film rempli d'action, de grands héros, de super vilains, de moments hilarants, de suspense, de romance,
de cascades incroyables et de répliques cultes. Bienvenue à la fête, camarades! À une époque où les héros de films d'action sont surbodybuildés, personne ne casse mieux les culs que ce petit acteur sans prétention qui ressemble à ton papa. Enfin, si ton papa est Bruce Willis. Putain, pourquoi tu refuses encore de me reconnaître, papa? John McClane est un flic de New York tout fraîchement arrivé à Los Angeles avec personne à qui parler, à part lui-même. La Californie. Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Attachez-vous pour voir ce héros affronter des terroristes vaguement germaniques, hyper bien habillés, joués par des acteurs ne parlant pas un traître mot d'allemand, et qui sont même moins allemands que Bruce Willis lui-même. Et ouais, ça trouve le cul que Bruce Willis soit passé à un poil de cul d'être un acteur européen. Dirigé par Hans Gruber, un des meilleurs méchants de films de tous les temps. Ce qui est super cool quand on sait que c'est son premier vrai film. Sérieusement, un beau début de carrière pour notre Serpentard préféré. Turn to page 394. Mais McClane n'est pas seul. Il est épaulé par Powell, qui n'a peut-être pas le meilleur des régimes, C'est pour ma femme. ou les meilleurs des compétences pour être flic, J'ai tué un gosse. mais qui est le meilleur quand il faut soutenir son copain qu'il n'a jamais réellement vraiment rencontré. Arrête. Je t'aime. Préparez-vous pour toutes sortes de choses des années 80 qui vous font aujourd'hui fantasmer comme fumer à l'intérieur, porter des flingues, Ça va, j'ai un port d'armes. des businessmen asiatiques, cocaïne, la consommation d'alcool chez les femmes enceintes, Vous pensez que le bébé a droit à une gorgée de champagne? Apparemment, il est de taille à faire le barman. s'amuser avec des écrans tactiles, les cassettes, des limousines, et encore de la coke. Wouh! Meilleure décennie ever! Un film qui ravira tous les fétichistes des pieds. Et vous faites les 100 pas sur la moquette de préférence et vous faites le point avec vos orteils. Des plus doux aux plus hardcore. Personne n'est là pour juger. Voici le chef-d'œuvre original qui a inspiré un incalculable de contrefaçons comme piège de cristal dans un bus, piège de cristal sur une montagne, piège de cristal sur un bateau, piège de cristal sur une patinoire, piège de cristal sur un avion, et piège de cristal sur un avion avec des serpents. Avec Fred, Severus Reich, Adrien en blackface, BFM TV, les frères Fratelli, la voix de Greg dans Malcolm, Divorcé ou séparation, hein? Elle vous battait peut-être. et Alexandre Goodenough, piège de cristal. J'applaudis. Bravo. J'applaudis. Très grand moment. Très grand Bravo moment. Mathias. Bravo Mathias. C'était très largement inspiré des Honest Trailers américains que je vous recommande fortement. Voilà, ce fut quand Honest même Trailer, galère à une monter. très bonne chaîne, oui, pareil. Ouais. Je vous conseille le D'où trailer vient de l'original de Game of BBA. Thrones. Ouais, parce que je Ouais. n'ai aucune race et que je n'hésite pas à citer mes sources. Voilà. Très bien. Quiz des tréfonds. Un quiz. Est-ce que c'est le moment du quiz des Il y a tréfonds tellement pas de transition. Oh. Waouh. On met la lumière qui fait peur. Oh là là. Je veux mon buzzer. Ça y est. Je veux mon Et buzzer. là, c'est le quiz des Ouh là là. tréfonds. Est-ce que vous êtes prêts? J'avais oublié ça. Alors, là, c'est le nichon, c'est pour Chèche. Et voilà. Merci. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Alors, un quiz des tréfonds toujours en 6 questions, ça va aller très très vite, on Ok. joue en 6 points. Cette fois-ci, le quiz des tréfonds, je vous rappelle, on choisit une réponse, l'autre ou les deux. Cette fois-ci, c'est McClane, le Big Mac ou les deux. Question numéro 1, il est saignant. Les deux. Les deux. Non. Il peut être saignant. Bah si, le Big Mac. McLean. Parce que le Big Mac, il n'est jamais saignant, c'est toujours bien cuit. Le Big Mac n'est jamais saignant. En effet, la cuisson saignante d'un steak haché n'est pas suffisante pour assurer la protection en cas de Des contamination par un pathogène. Le risque de contamination de la viande par des organismes pathogènes est plus important lorsqu'elle est hachée. Car lors du hachage, des bactéries à la surface sont susceptibles d'être mélangées en profondeur. Alors que dans le film de Piège de cristal, on peut voir McClane de plus en plus en sang, notamment au niveau des pieds. Et là, on a une... On voit les pieds. On voyait Chèche à la place. On voyait les Chèches, T'as mais une non, tête ouais, de pied. c'était les pieds. On voit les pieds. Allez, on y va, on enchaîne. C'est parti. Il est servi par un joyeux luron. Le Big Mac. Non. Bah si. Les deux. Ben oui, les deux Chèches, mais oui. Pourquoi les Puisque deux dans Piège de cristal, on a Argyll
qui est notre joyeux luron, qui est notre chauffeur de Qui fait McLean. des blagues. Et dans le Big Mac, nous avons Ronald McDonald qui le sert. Non, ça, c'est pas celle-là du tout. Nous avons un extrait vidéo qui est freaking Saras qui vous présente Ronald McDonald pour la première fois, que je vous invite à regarder si la régie suit. Et si vous avez vos oreillettes. To do everything boys and girls like to do, especially when it comes to eating those delicious McDonald's hamburgers. A magic tray here keeps me well supplied. McDonald's hamburgers, french fries, and milkshakes. Watch for me on TV. We'll have lots of fun. J'aime bien ce moment de transition à la fin où il sait plus quoi faire. Allez bien. Ça, c'est les années 60, non? Allez, fin de tournage. Ah ouais, d'accord. Mon Dieu. Il sait pas quoi faire. C'est génial. Nous sommes à un point pour chercher un point pour Sylvain. On y va. Le Big Mac, McLean, les deux, il a changé de nom. Le Big Mac Non. McLean. Non. Les deux. Bah oui, les gars, vous êtes pas réactifs. Vous êtes très réactifs. C'est une question de rapidité, mais ça fait partie. Oui, McLean était censé pas s'appeler McLean à la mais base. en effet, alors le Big Oui. Mac n'est pas tout appelé le Big Mac, puisque au début ils hésitaient entre le nom l'aristocrate et le Blue Ribbon Burger. Et c'est la jeune Esther Glixton Rose, qui était secrétaire au service publicité, qui proposa le nom Big Mac. Elle avait 21 ans à l'époque, lorsqu'elle a eu l'idée. Il a fallu attendre 1985, donc pratiquement 20 ans après, pour qu'elle soit créditée de cette invention. Hein, Ah, quand même. Parce l'Italie qu'il y en a femme- qui n'ont jamais été crédités de rien. Oui, Oui. voilà, c'est bon, 20 ans, les femmes, elles avaient le temps d'attendre, quoi. Putain, elles s'occupent des enfants, on va pas. Non, mais les créateurs de McDonald's, par exemple, rien du tout. On digresse, allons-y. Elle a d'ailleurs jamais rien demandé ni rien reçu en contrepartie de ses inventions, mais l'enseigne lui a offert une super plaque commémorative avec son nom dessus. Elle est trop contente. C'est bien, elle va pouvoir s'abriter en dessous. Quand elle Voilà, aura plus d'argent, alors c'est que bien. le personnage de John McClane est issu d'un roman de Roderick Thorpe intitulé Nothing Lasts Forever, qu'on a déjà cité, et qui se nommait à la base Joe Leland. Eh oui, ma gueule. Petite anecdote, le roman est le deuxième opus de la série, et le premier donc, qui a été adapté, qui s'appelle Le Détective. Il a été adapté au cinéma en 1968 avec comme acteur Frank Sinatra. El Franco Sinatros, qui avait dans son contrat la clause que s'il y avait une suite, L'exclusivité. qui avait l'exclusivité s'il y avait une suite. Sauf que quand c'est arrivé beaucoup d'années plus tard, soit Il était trop 20 vieux. ans, et il a dit je suis peut-être un peu trop vieux pour ces conneries. On y va. C'est McLean, ça. le Big Mac, tous les deux. Il est né en 1966, on n'est pas un an près. Les deux. Je voulais dire les deux, mais j'ai laissé l'honneur aux dames. Puisque le Big Mac est créé en 67 par Jim Deligati, donc pareil qu'un a chié sa race pour être reconnu pour l'histoire, parce qu'au final il a juste créé le truc, mais après on lui a dit merci et puis voilà. Et c'est qui a plus vécu vendu. super longtemps, il est mort en 2016, à 98 ans je crois, un truc comme ça. Paisiblement avec sa femme dans sa maison, enfin la vie de rêve quoi. En même temps que sa femme, il est mort. Non. C'était si paisible que ça, du coup. Et le personnage de McLean donc était en effet appelé Joe Leland dans le détective. J'ai un peu spoilé la réponse d'avant, pourquoi n'avez-vous pas trouvé? On y va, cinquième et avant-dernière question. À 11 ans près, il aurait pu donner la main à Edward Norton pour regarder les gratte-ciels s'effondrer dans Fight Club. Je sais pas, mais j'appuie quand même. J'ai la parole du coup. John McClane. Mais oui, ça a été complètement spoilé grâce à notre ami Fred dans le Caout, puisque... Parce que c'est le même bâtiment, ouais. Le film Die Hard se situe au même endroit que la scène finale du film Fight Club, que j'ai très peur de revoir, de peur d'être déçu, qui est le Fox Plaza. Et fait marrant, aujourd'hui, il y a une banque à l'intérieur. Marrant, hein. Voilà. Parce qu'il braque. Je sais pas si dans c'est le marrant, film. mais d'accord. Non, mais dans Die Hard, il Ah braque. oui, Mais dans oui. ce sens-là, du coup, c'est un peu marrant. C'est comme ça, alors. D'accord. Mais oui, c'est rigolo. On va faire un système de points aussi ici. C'est ça pour le gars qui fait les questions. Dernière question, il ne coûte pas cher à la production. Le Big Mac. Mais oui, C'était Chèche d'abord. C'était Chèche, c'est le Big Mac, Voilà. il est très fair play, c'est très beau. Mais je pense que McLean non plus, puisqu'il lui a coûté que 5 millions de dollars alors qu'il a rapporté combien 143 millions de dollars. 140 millions, oui, mais bon, par rapport Il à... a quand même eu le culot de les demander. Ouais, parce Mais qu'il- il Mais a eu raison. il a continué après Ouais. parce que le fait qu'il soit Oui, pas dans après, du Expendables coup, 3, c'est parce qu'il avait demandé $1 million par jour de tournage. Bruce Willis. Donc il Oui, était un peu gourmand. il vient tourner 4 jours et il demande 5 jours et il demande 5 millions de dollars quoi.
C'est un peu ça. Qui est payé $1 million par jour. Sauf que là, il a tourné quand même 2 mois et demi. Ouais, voilà. Là, non, mais c'est mérité voilà. pour Die Hard, c'était pas mérité pour Expendables. Et je Exactement. comprends très bien la réaction de Stallone. Et du coup, je vais continuer à donner ma réponse parce qu'on s'en fout. Non, c'est pas grave. Donc, le prix de Big Mac est très différent selon où vous l'achetez. D'ailleurs, saviez-vous que le journal The Economist se sert du prix de Big Mac comme indice du coût de la vie? Mais oui. Oui, je savais c'est ça. Ouf. Ouais. C'est oui, je savais. Ouais. Donc aux USA, il coûte à peu près 4,23€. En Angleterre, 3,95€. En France, 4,50€. On se fait grave mettre. Je sais pas ce que vous en pensez. Grave. Au Japon, 2,77€. Si jamais vous le vouliez payer pas trop cher, il coûte 1,05€ en Ukraine. Mais en ce moment, ça pue du cul. Alors que en réalité, il coûte en fabrication à l'enseigne 66 centimes. Voilà, c'est tout. Merci à vous, bravo à la lumière, vous avez été incroyables. Bravo. Wow. Merci. Et c'est donc Chèche et Sylvain qui ont gagné un Marcel propre pour Sylvain et un Marcel sale pour Chèche. Bravo. Voilà. Il faut absolument des photos avec les Marcel pour Instagram. Écoutez, suivez-nous sur Instagram, on a ça y est un compte Instagram. Oui, t'allais dire. Ouais. J'en ai acheté 3, il y en a 2 blancs et un crade. Donc à la fin, on fait une photo, regardez le compte Insta. Et moi, absolument. j'ai le crâne, alors. Toi t'as le crade. Ok, là, je suis en train de le préparer. Et moi, je me mets torse-poil. Oui. Regardez le compte Instagram. Je suis allé trop loin, je suis au remerciement. Bah oui. Donc, je suis à la prochaine Merci fois, beaucoup. c'est pas là. Il est venu. Le temps des grenouilles. Mais oui. Il est venu le temps des cathédrales. Il est venu le temps des grenouilles. Vous me la ferez à chaque fois, ça, le temps des cathédrales. Oui, c'est juste, il est venu le temps des grenouilles. Si vous saviez pas, Les Garantes de Grenouilles est une émission. Non, c'est pas de ça. Non. Alors on y va. Alors, on y il y a va. de l'eau dans les mugs. Il y a de l'eau dans les mugs. Non, c'est pas là. On parle pas du podcast. Les Retours du jeudi est réalisé et produit par Les 40 de Grenouilles, qui est le club cinéma amateur de Cognin. Et nous sommes là jusqu'à ce que vous voyez aujourd'hui, mais on est beaucoup plus en vrai. Et du coup, on aime réaliser des films. Et ce film-là a été réalisé par l'ami Adrien, qui est juste à cette table aujourd'hui. Bonjour. Et on en parlera plus tard. Je vous laisse regarder et on en parle après. D'accord. Mesdames et messieurs, je vous prie. Mesdames et messieurs. Ayant observé la cupidité avec laquelle les dirigeants de Nakatomi veulent régner sur le monde, nous venons pour leur enseigner le vrai usage du pouvoir. Vous en serez les témoins. Oh l'autre, pour qui se prend sérieux? Ouais, franchement, ces Allemands, ils ont vraiment chopé le melon. Hein. Comment tu sais qu'il est allemand? Bah, il s'appelle Hans. Il y a quand même peu de chances qu'il soit espagnol, non? Comment tu sais qu'il s'appelle Hans? Alors, où est Monsieur Taka? Qui? Sûrement un pote à lui. Joseph Yoshinobu Takagi. Le nom à rallonge, quoi. Né à Kyoto en 1937. Ah, puis pas tout jeune en plus, hein. Interne à Manzanar de 1942 à 43. Ah, je connais ça, c'est bon. C'est à la pomme. Mais non, Gaspard, la manzana. La manzana, c'est à la pomme. Et père de 5 enfants. Eh ben, il a pas chômé, le gars. Hein. Je suis Takagi. Ah, d'accord. C'est le patron. Mais qu'est-ce que tu fous? Le mec il a dit descendez, sortez. Bah non, justement. Il a dit descendez, le toit est piégé. Mais il a pas dit où aller après. T'es sûr? Parce que moi j'ai quand même très entendu descendez et sortez. Non, non. Il a dit ça va sauter, point. C'est tout pourri comme indication. On va où maintenant? Bah je sais pas, moi déjà je suis jamais monté, alors descendre je sais pas. Eh, franchement, garage. Ce qu'il faudrait c'est qu'on trouve un endroit où on est vraiment en sécurité quoi. Oh putain, je sais. Un endroit qu'on connaît, où on a nos repères, et où on est sûr de pas venir nous chercher. Le bar à cocktail. Mais oui, c'est la table où il y avait la fête tout à l'heure.
Bon, mais il n'y a plus qu'à trouver un autre bar à cocktail. Ouais, il n'y aura pas d'hélicoptère qui explose. Même pas y regarde quoi. Ouais non. On va trop crever ici quoi. Vas-y écris un truc dessus, peut-être qu'ils liront. Hein. Oh le grand blond là qui était pendu tout à l'heure. Il est debout et en fait il est vivant. Aïe. Ah bah non il est mort. Ah il s'en est pris une là, bien dans la gueule. C'est McLean qui l'a buté? Non c'est tu sais l'autre là. Pavel. Ouais. En fait, il est trop pourri, McLean. Ouais, carrément, ouais. Ah mais tiens, écris ça. McLean, il a pas d'organes. Voilà. Ah, et puis rajoute Joyeux Noël quand même, parce que bon, on n'est pas des bêtes. Hein. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for... Alors, ce qui est incroyable, c'est que nous, on a tourné dans le film et on l'a pas vu avant ce soir. Enfin, je sais pas pour Mathias. Si, moi, je viens de le voir. J'ai eu droit après live. Donc moi, je suis incroyé. Incroyé, ouais. Tu es incroyé, ouais. Je suis incroyé. Incroyé. Tu es incroyé. Tu es incroyant. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que vous avez des choses à rajouter? C'était incroyable. C'était incroyable. C'était incroyable. Que dit le chat? Que le chat, mais le chat est très bon. Il dit que j'ai des très bons goûts, donc voilà, on le remercie. Il dit que, bah voilà, en effet, le gars à la barbe, dont j'ai oublié le nom, qui est un gros connard. Ellis. Ellis, c'est un connard, mais il a une douche dans son bureau, donc bon, bah on le kiffe. Hein. Salle de bain privée. Ouais. Le loot avait un retard de ouf sur le caout, et donc elle s'excuse parce que elle a pas pu répondre dans les temps, et puis beaucoup de monde a trouvé ça trop dur. Ah ouais, mais ça, non, c'est pas que c'est trop dur, c'est que c'est vicelard. C'est-à-dire, Fred, t'es un vicelard en vrai. T'es un vicelard. Parce que franchement, même moi, je pensais que je faisais des caouts de vicelard, mais toi, t'as surpassé le truc. Là c'était pire. C'était pire. Fred ne fait plus jamais les caouts. Alors, merci à Fred pour le caout. Oui, voilà, quand même. pour la dernière fois. Ne fais plus jamais ça, mais merci quand même. Ok, la prochaine fois, nous n'avons pas de film. La prochaine fois, nous ferons les tétards du cinéma. Mais oui. Qui ne sont pas les Oscars, ce sont les tétards. C'est les Oscars des grenouilles, en fait, qu'on appelait les tétards. Ouais, parce qu'on a beaucoup d'imagination. Parce que ça nous fait marrer. Si vous rigolez, ça rime avec tant César, mieux. Ouais, ça rime un peu avec César, un peu avec Oscar. C'est vraiment pas mal. Merci à... C'est moi qui ai trouvé l'idée. Faut le dire, maman. Quand même, je cherchais le nom. Quand il était habillé comme ça. C'était à ce moment-là que j'ai eu l'idée. En fait, il a vu ça dans les feuilles de thé. T'as remarqué quand même qu'on a un problème dans cette émission avec la coke, hein, parce que déjà Mathias, pour ce film-là, il était coqué. Et je crois que c'est pas le. Sur le dernier qu'on a fait. Je crois que c'est pas le premier film en plus. Voilà. Ouais, je crois que la drogue. Non mais il faut savoir que pour donner des émissions d'une telle qualité, il faut un petit peu être armé. On est obligé d'être sous substance, c'est obligé. Donc la prochaine fois, nous aurons les tétards du cinéma. Nous récompenserons les films dont on a parlé parce que c'est déjà la fin de l'année. C'est triste, hein, mais c'est la première saison. C'est la première saison. Ça fait un an qu'on est là à la fin. Alors on fera une vraie fin du coup aux tétards du cinéma. Calme-toi, ça fait une année scolaire en fait. Hein. Donc... Ouais, mais non, ça fait quand même. C'est la 11e émission là qu'on est en train de faire. Donc on serait quand même à la 12e. On a fait Willow, on a fait. On a fait Moulin Rouge. On a fait quoi d'autre?
Roger Rabbit. Ouais. Transpersonnage. Merci. Princesse Mononoke. Ah, c'est sa faute le caout. C'est sa faute le caout. Tu nous as tellement coupé la parole. Mais on est content d'avoir Fred. Mais oui, t'étais là, mais oui. Est-ce qu'on peut recadrer Fred? Viens avec nous, Émilie. Allez, on y va. Et la régie là. Allez, la régie, venez avec nous. Sur le plan Moi, large. je vais présenter ma doublure aussi parce que. Voilà, On a une doublure cinéma, c'est Donc on est sur le plan On est large. sur le plan large, c'est bon, t'inquiète. Allez, Viens là. Il y a un plan large. je reprends vite fait la parole. Donc on a fait quoi cette année? Toute l'équipe. On a fait, du coup, on a dit Willow. Moulin Rouge. Moulin Rouge. Roger Rabbit. Transpersonnage. Mononoke. All-Boy. Non, attends, tu vas trop vite. Juno. Grave. All-Boy. Harry Potter. Et Piège de cristal. On est donc à 11. On va bientôt faire 12 avec du coup les tétards du cinéma le mois prochain. Je sais pas quel jour ce sera, c'est pas marqué sur mes notes. Le 7, merci à la régie. Vous voyez ici avec nous Samuel et Thibaut qui sont à la régie. Thibaut qui réalise toute l'émission, Samuel qui est là pour les changements de caméra et le son, super important. Et la lumière. Nous avons Émilie avec nous ce soir, notre plus grande fan. On peut l'applaudir plus fort. Alors regardez parce que spoiler alert, il y a un air de famille. Il y a un air de famille. Et je crois que vous l'avez vu dans un film ce soir. Et nous avons Fred qui est là avec nous dans les émissions très régulièrement. Et qui est le vicelard de l'équipe. C'est caout ignoble. Ouais, ils échangent leur place avec Adrien parce que c'est souvent les deux vicelards. Ouais. Merci. Du coup, je n'arriverai jamais à finir cette émission. Allez, je suis en train de stresser en me disant mince, qui c'est qui va me faire mes lancements? J'étais pas bien. J'ai un coup de stress. Les tétards de cinéma le mois prochain, on récompensera parmi les films qu'on avait décidé. Je veux bien un plan sur moi parce que c'est moi qui parle. C'est pas du tout narcissique. Le mec. Ah mais carrément. Absolument. C'est vraiment mon tempérament. Vous avez été super. Regardez ce film. Non, regardez pas ce film. Allez. Ça vaut pas le coup. Un peu de calme. Du coup, la prochaine, je n'arriverai pas. J'ai l'impression d'être chèche dans sa classe avec Clément. On cite des noms. Mais là, ça balance, mais à mort. Ça balance. Tu sais qu'elle risque un procès pour ça. Absolument. Un plan sur moi. Non, mais faut quand même finir cette émission. Donc, les tétards du cinéma, faut quand même que j'arrive à expliquer ce que c'est, parce que j'ai pas réussi. On récompensera parmi les 11 films qu'on a sélectionnés cette année, voilà, on fera un Oscar parmi les 11 films ce sera un tétard, mais faut bien, les gens ils connaissent pas les tétards. Ils vont commencer. Donc il faut... Ce sera mieux après. Voilà, on récompensera les films qu'on a décidés cette année. Voilà, je crois qu'on peut bientôt finir cette émission. Je remercie du coup, j'ai déjà remercié. Vous pouvez revenir tous. C'est bon, il y a les lancements à faire là. On remercie la régie, vous pouvez vous mettre un plan sur vous. On remercie tout le monde. J'arrive pas à finir cette émission. Suivez-nous sur YouTube et je donne la place à... Ouais, sur YouTube, ouais, entre autres, parce que la question c'est ça, parce qu'on est là, ça fait 11 je donne la place à Mathias qui est dépité. On a un peu chaud, parce que je me suis volé fait toutes mes répliques ce soir, mais est-ce que vous avez envie de passer à côté de cette émission de qualité? La réponse est non. Voilà. Mais oui, alors que oui, putain, honnêtement, les retours jeudi c'est sympa. Il y en a déjà 11, est-ce que j'ai pas envie de les revoir, de les re-revoir, et même encore mieux de les réécouter? La réponse est oui. Oui, bien sûr, je passe plus tard. Eh ouais, je sais que tu viendras me voir après, merci Argaï. Du coup, en effet, vous pouvez trouver cette émission. Alors, on a un Facebook, on a un Insta maintenant, donc n'hésitez pas parce que c'est la folie. Envoyez des likes, envoyez des commentaires, des je t'aime. Vous savez même que le Discord est ouvert au public, donc n'hésitez pas à... on me dit non en régie. Alors, c'est préparé, il y aura un Discord à la saison prochaine. À la saison 2. Eh ouais. Mais pour l'instant, n'y allez pas. Je spoil, mais à la saison 2, le Discord sera ouvert au public. On pourra interagir ensemble, se faire des POC, des likes, je ne maîtrise pas du tout ce mode de communication, mais on le fera. N'hésitez pas à revoir les émissions sur les retours de jeudi sur YouTube et aller sur toutes les plateformes du podcast. Donc... Spotify, Deezer, Apple Podcast pour les plus connus, mais on est partout, on est incroyable et c'est vraiment un plaisir de nous regarder, je sais pas, en faisant du vélo, en conduisant ou en tendant la... Moi j'écoute ça, je nous écoute en allant en voiture au boulot, voilà. Vous pouvez faire ça dans votre voiture, c'est très génial. Voilà.
Chacha très chaud. Alors. Chacha chaud, Adrien chaud. Je crois qu'il est grand temps de conclure cette émission. Moi j'ai chaud depuis 88 moi. Je crois que cette émission est très longue. Je sais pas. Mais voilà, c'est une fin d'émission. La fin de saison, ce sera le mois prochain. Le mois prochain, pardon. Jeudi 7 juillet. Retrouvez-nous jeudi 7 juillet pour les tétards du cinéma. Et on vous aime. Et voilà. Merci à tous nos spectateurs. Merci à tous. Yippee-ki, motherfucker. Bonne soirée. Yippee-ki, motherfucker. Yeah.